Alors, voici ce qu'on appelle le périphérique. Et alors, paraît-il, la légende dit qu'au-delà du périphérique, donc en dehors de Paris, il y aurait des gens qui y habitent. Des gens qui vivraient comme nous, à peu près, hein, et même des gens qui pensent, qui liraient des livres et tout, et qui réfléchiraient sur le monde. Et alors, moi, j'y crois moyen, mais bon, on m'a dit, va voir, donc j'y vais. Et alors, le premier que je vais aller voir, il habite, comment ça s'appelle déjà? Un drôle de nom, un truc un peu exotique, genre Aix-en-Provence, hein, je crois que c'est ça, Aix-en-Provence. Et il s'appelle Étienne Chouard. Paraît-il, il y a des montagnes. Beuh. Ça va être dur de quitter le bon air de Paris. Bon, bah c'est parti, hein. Allez, salut. Pour voir Sainte-Victoire, il faut se mettre un peu plus loin, je crois. Je crois qu'il faut... Parce qu'il faut que je coupe ces maudits cyprès, tu vois. Eh ouais, putain, ils poussent ces cyprès. Oh. Non, oui. Tu la vois en entier, là. Voilà. Enfin bon, c'est la Sainte-Victoire. C'est pas... Cézanne la peignait, tu sais, quand il était à Aix. Mais il la peignait d'Aix, donc il la voyait de profil. Donc il voyait une espèce de petite montagne, voilà. Ouais. Alors que nous, on la voit en... Oui, c'est énorme. Et donc je pars du pic des Mouches, qui est le point culminant, tu vois le point culminant là, ouais. Ou bien je pars d'en bas, on ne le voit pas d'ici, mais je peux partir d'en bas en fait. Et donc il faut tout de suite piloter, tout de suite, dès que tu as décollé, tu tournes et tu te mets le long de la paroi et tu fais des 8 pour monter, mais ça ne monte pas beaucoup au début, tu sais. Il faut ne pas descendre. Et alors tu montes le long de la paroi et ça monte, hop, ça monte, tu montes le long de la paroi. Et tu montes toute la montagne comme ça au lieu de la monter à pied. C'est vachement mieux. C'est beaucoup moins fatigant. Je sais que c'est une aventure, c'est incroyable. C'est des balades, c'est énorme quoi. Hein. C'est une chance inouïe de alors, ça. Le gars qui m'a fait découvrir ça, il a autant changé la vie que le gars qui m'a fait découvrir le tirage au sort. Hein. Et puis ça, c'est mon antre. Pétard. Ça, c'est l'antre. C'est monstrueux. C'est super. Ah puis c'est que des livres importants. Pratiquement, en tout cas, chaque livre a son importance dans. Puis c'est bien rangé, j'aime bien ça. C'est pas très bien. C'est génial. Rangé, si, regarde. C'est pas très bien. Regarde ça. Ouais, non, c'est mieux qu'à la Fnac. C'est chez Orwell. Totalitarisme comme issue fatale de toute libération morale. Mais tu vois, si c'était classé comme ça à la Fnac, tu vois, regarde toutes les tranches. On s'en sortirait mieux, quoi. Alors ça, c'est ce que j'ai pas en bouquin. Alors, c'est difficile à ranger parce que ça n'a pas le format des bouquins. Donc, ouais. Si, c'est vachement bien. Ça, c'est le coin, là où il y a le coin des anards. Là, il y a les communistes, les cocos. Là, c'est toute la résistance à l'idéologie du progrès, la sociologie du travail, donc tout ce qui est le travail et l'idéologie qui va avec. Là, il y a les manifestations du totalitarisme réel, c'est-à-dire l'histoire des communismes ou des camps de concentration, et puis tout ce qui est complot actuel, tu sais, toute la littérature sur le complot, les complotistes. La complosphère. La complosphère, oui, mais il y a des choses très intéressantes là-dedans. Ouais. Hein. Bon, ça fait partie de ce qu'il faut lire aussi. Hein. Ça, c'est tous les médias et la manipulation de l'information, les sondages et la fabrique du consentement. Ça, c'est vraiment un rayon très important. J'arrive plus à les faire tenir, il faut que j'en ouvre un autre. Ça, c'est les donneurs d'alerte, les whistleblowers, les écolos, c'est des gens importants là, hein, qui donnent... Ce rayon-là, enfin, finalement c'est marrant parce qu'il est moins important, il faudrait que je le mette à l'écart parce que c'est les politiciens actuels, quoi. C'est les politiques actuelles. Donc c'est souvent moins intéressant quand même que...
Là, il y a tout ce qui est colonialisme, là, il y a tout ce qui est capitalisme, colonialisme, exploitation du tiers-monde. Et puis en bas, il y a ça fait partie du colonialisme, hein, bien sûr, qui continue avec d'autres chemins. Là, il y a toute la corruption par les riches. Chomsky, il est transversal. Oui, alors c'est difficile à classer parce qu'il y a des auteurs qui servent dans plusieurs registres, parce qu'il sert aussi à la fabrique du consentement. Donc, donc j'arrive pas à tout classer. En fait, il y a les rayons, il y a un classement chronologique qui est vachement important, mais que je peux pas tout mettre dans l'ordre chronologique. Là, tu vois, ça commence avec les Bibles, hein, les différents textes bibliques, puis Athènes et le monde romain, et puis le Moyen-Âge, j'ai pas grand-chose, puis 17e, ça commence à être 18e, et puis là, tu as les Lumières, la Révolution française, le 19e, et puis toute la littérature depuis sur prétendument la démocratie, mais en fait, il n'y a aucun livre sur la démocratie, il n'y a que des livres sur le gouvernement représentatif, puisque le nom a changé, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et puis le suffrage universel, donc là c'est difficile à classer, alors ça, tu vois, là aussi c'est sur la démocratie, mais c'est mes préférés, quoi. C'est les radicaux, quoi, hein, ceux qui sont les plus intéressants, je trouve. Et puis là, tu as tous les imposteurs, tout le foutage de gueule, les charlatans, tu as Freud, tu as tous ces gens-là, le christianisme, tous les raconteurs de bobards, parce qu'on est très vulnérable au bobard. Schopenhauer aussi, il est dans Raconteur de bobards. C'est-à-dire qu'il explique comment on raconte des bobards. Ça, je me suis tapé à la fac, c'était terrifiant. Et puis là, il y a tout ce qu'on peut tirer de l'enseignement de l'étude des animaux. Darwin, et puis tout ce qui est non seulement l'étude des animaux qui s'entraident au lieu de collaborer, au lieu de compétiter. Tu sais, Darwin qui observait la compétition, mais tu avais Kropotkin qui observait la collaboration des animaux. Dans les pays froids, les espèces qui ne collaborent pas meurent. Et Kropotkin, qui était un grand savant comme Darwin, sauf que lui était anarchiste, c'était un prince russe qui est devenu anarchiste et qui était un grand savant et qui a observé dans l'étude des animaux de quoi soutenir la thèse qu'on a autant d'instincts collaboratifs que compétitifs. Et c'est vraiment intéressant d'étudier les deux. Et puis en même temps, dans le registre de l'étude des animaux, il y a aussi bien sûr toutes les maltraitances qu'on fait subir aux animaux et qui sont le modèle de ce qu'on fait subir aussi aux hommes. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à arrêter de s'entretuer ou de se torturer tant qu'on ne traitera pas bien les animaux, je pense. Je pense que c'est notre manque de respect pour les animaux est une première école terrifiante de capacité à torturer son prochain. Donc, je pense qu'on finira, un jour on arrêtera de manger les animaux. C'est Léonard de Vinci qui annonçait ça, je pense qu'il avait raison. Donc là, il y a mes chéris, il y a Alain, il y a Castoriadis, il y a Michel Onfray, tout un rayon sur Michel. Et puis quelques philosophes divers que j'ai du mal à classer. C'est des rayons qui sont moins directement liés au pouvoir, enfin sauf quelques bouquins d'Onfray et de Castoriadis, bien sûr. Ça dépend. Enfin, tout ça est lié au pouvoir, en fait, de près ou de loin, tout ça est lié au pouvoir. Là, il y a les contre-révolutionnaires, ou ceux qui décrivent les contre-révolutionnaires, les François Furet et autres menteurs, payés par la CIA. Une partie de ce qu'il y a sur la Constitution, donc des travaux de constitutionnalistes, ou bien, ça c'est sur la réflexion, c'est les travaux sur les techniques qui permettent d'élaborer une bonne décision publique. Quelles sont les procédures et les règles qui permettent le mieux possible d'atteindre une décision qui satisfait le bien commun. Et comment est-ce qu'ensuite on évalue ces décisions ? Comment est-ce qu'on fait évaluer ces décisions par d'autres que ceux qui ont pris les décisions ? Et donc là-dessus, il y a énormément de travaux passionnants sur la mise en évidence de la volonté générale et le respect de cette volonté générale, c'est tout à fait passionnant. Ah oui, lui, il a fait des trucs bien sur la rationalité. Elster, ouais. C'est quand même vachement théorique. C'est comme Rawls, c'est intéressant, mais c'est vraiment pas pratique, quoi. C'est pas pragmatique. Il y a de quoi, enfin, à mon avis, il y a de quoi réfléchir sur la justice
sans être si théorique que ça, quoi. Hein. Je veux dire, on a des problèmes si simples que c'est pas la peine d'aller faire des théories très compliquées, quoi. Hein. Mais après, on a un problème avec les riches, quoi. Hein. On a un problème avec les riches, on a un problème, ça les rend fous, quoi, comme une drogue. Et juste une question sur tous ces bouquins, en fait, c'est des bouquins que toi, tu es allé... Qui sont en chantier et que je... En fait, ils s'enchaînent les uns les autres. Non, mais qu'on t'a envoyé, qu'on t'a conseillé ou que tu... Ah non, que j'achète au fur et à mesure que je lis. C'est-à-dire on t'envoie rien? Non, très peu. Les maisons d'édition, t'envoient non, pas... pas du tout. D'accord. Non, tout ça, je les ai payés. Non, ça coûte une fortune. Une fortune, mais chaque livre est pesé au trébuchet. C'est des livres importants. Et ça c'est des livres quoi, merveilleux. Tout ça, c'est des livres. C'est leur date de publication. C'est-à-dire que ça m'aide de savoir que Rousseau a publié ce livre juste avant que Diderot ne publie cet autre, juste avant que Condorcet ne publie cet autre, et bien avant que Tocqueville publie le sien, tu vois. Et puis les 2 bouquins de Tocqueville avec d'autres qui sont publiés entre. D'accord. C'est une information supplémentaire pour moi enfin, c'est très important de les ranger les uns par rapport aux autres. Il y a presque autant... C'est pas des romans, si tu veux. Ce qui m'importe là, c'est pas... Bien sûr, il y a le plaisir de lire, mais c'est pas le plus important du tout. Ce qui m'importe, c'est la démonstration qu'il y a dans chaque bouquin. Chaque bouquin a une thèse et le démontre. Et en fait, chaque auteur met dans un bouquin ce qu'il a de meilleur. Il met ce qui est le plus important pour lui et il essaye de le dire le mieux possible. Et il a quelque chose à montrer qui est ce qu'il apporte lui, qu'il a détecté lui. Et donc, tu n'as pas besoin, la plupart du temps, quand tu les connais tous, enfin, tu vois les liaisons qu'il y a entre eux, tu n'as pas besoin vraiment de les lire de A à Z, du premier mot au dernier mot, comme tu lirais un roman. Il faut surtout lire l'intro et la conclusion, ça c'est le plus important, et connaître le plan. Et ensuite, aller lire les chapitres qui te paraissent les plus originaux, parce que les autres, tu sais déjà, il y a d'autres livres qui en parlent, et il fait qu'articuler à sa manière des choses qui ont déjà été dites. Par contre, il y a un sujet, il y a un chapitre qui est vraiment bien le sien, un ou deux, ça dépend, hein, et ceux-là, ça vaut le coup de les lire. Mais on n'est pas obligé de les lire. Enfin, de toute façon, c'est pas qu'on n'est pas obligé. J'aimerais bien, mais je peux pas. Il y en a trop, quoi. J'en ai déjà 2000 et puis ça n'arrête pas. Il y en a combien là, 2000? Ouais, plus, un peu plus. J'en ai déjà scanné 1000. Je les scanne et je les transforme en texte. Tu vois, je les scanne, ça fait des images, et ensuite, avec de l'OCR, je les transforme en texte, parce qu'après ça me permet de faire des recherches sur les mots. Tu vois, par exemple, un bouquin comme Le Fédéraliste, qui est un bouquin très, très, très important. C'est la Bible des pères fondateurs de la Constitution américaine. Ces gens-là ont écrit pour le peuple. Ils ont expliqué pourquoi ils faisaient comme ci, pourquoi ils faisaient comme ça, pourquoi ils ne faisaient pas comme ci, pourquoi ils organisaient la fédération comme ceci, ce à quoi on renonçait et pourquoi on y renonçait pour un plus grand bien. Et donc, ils expliquaient, donc c'est un bouquin très pédagogique, mais qui explique pourquoi on écrit cette constitution comme ça. Donc pour moi, qui réfléchis sur la constitution, c'est absolument formidable. Et pourtant, c'est un trop gros bouquin, parce que j'en ai trop. Je sais que, malheureusement... Ça te décourage avant... C'est pas que ça me décourage, c'est que j'aurais matériellement pas le temps. Enfin, tu vas voir, il y en a encore plein d'autres, quoi. Et donc, par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils ont dit sur les riches, qu'est-ce qu'ils ont dit sur le tirage au sort, qu'est-ce qu'ils ont dit sur la séparation des pouvoirs. Donc, quand je le scanne et que je fais une recherche sur les mots, j'arrive à trouver les passages qui m'intéressent sans avoir besoin de tout lire. Alors après ça, j'y vais. Tu vois, je les cherche sur ordinateur et après ça, j'y vais. Donc j'en ai scanné déjà plus de la moitié. Plus de 1000. D'accord. Bon. Et alors tout ça, c'est l'économie. Et rien que tout ça, c'est sur la monnaie. Tout ça, c'est sur la monnaie, la création monétaire, la crise, la dette. Cette partie-là. Ça, c'est du chantier. Ça n'arrête pas d'augmenter, diminuer. C'est les livres en cours, mais ça n'arrête pas. Tu vas voir tout à l'heure, il y en aura encore plein qui se sont ajoutés, qui disparaissent. Économie générale. Ça, c'est l'économie générale. C'est drôle, il y a plein de manuels scolaires. Pourquoi en fait moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment c'est traité la création monétaire dans les manuels scolaires. Et c'est n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est pas du tout critique. Il n'y a absolument pas de critique de la création monétaire, de la façon dont la monnaie est créée dans les livres scolaires. Il y en a, c'est fou. Et pour le dire, je me documente, j'ai beaucoup de livres scolaires pour vérifier. D'accord. Alors que c'est absolument central, c'est-à-dire que notre prospérité dépend pour une large part, notre prospérité ou austérité dépend pour une large part des choix qu'on va faire en termes de monnaie. Et on laisse parler dans les micros des journaux et dans les radios et les télés, on laisse parler pratiquement que des économistes de banque. C'est des économistes de banque qui ont un intérêt personnel dramatiquement contraire à l'intérêt général.
Donc ces gens-là ne vont jamais défendre une création monétaire publique, jamais. Mais on est fou, quoi. Je veux dire, on est fou. Les citoyens feraient bien de découvrir à la fois l'importance et la simplicité des mécanismes en jeu, parce que c'est pas compliqué. Hein. Il faut lire un peu de Galbraith pour voir que les mécanismes monétaires, c'est pas si compliqué. Hein. Le bouquin sur l'argent, c'est d'une limpidité, c'est parfait. Hein. Parfait pour comprendre. Pour ceux qui seraient nés après 2005, ou qui en 2005 n'étaient pas en France, est-ce que tu pourrais juste refaire une petite présentation rapide, succincte de ton parcours et de ce que tu fais actuellement? Voilà, de comment ça a commencé et de ce qui s'est passé depuis 2005. Avant 2005, moi pour comprendre pourquoi je me suis transformé comme ça, je suis prof. J'étais juriste de formation, donc j'ai fait du droit. Prof dans un lycée technique. Prof dans un lycée, pas technique, un lycée polyvalent. Je suis en classe. Pourquoi j'ai technique en tête? Parce que c'est des BTS. Ah oui, voilà, c'est ça. En technicien supérieur. Ouais. Mais c'est pas, enfin ça s'appelle pas lycée technique. Lycée technique, c'est encore autre chose. En tout cas, je suis prof, donc mon métier c'est d'expliquer, et j'ai été pendant 10 ans prof de droit et d'économie. Je suis juriste de formation, c'est-à-dire que j'ai suivi des études de droit. Mais j'étais absolument pas politisé jusqu'à l'âge de 40, j'avais 45 ans en 2005, quelque chose comme ça. Et en 2005, en lisant l'anti-constitution, ce que j'ai découvert après être une anti-constitution, c'est-à-dire un texte qui, au lieu de nous protéger, sert à nous emprisonner. C'est-à-dire le traité constitutionnel, le traité soi-disant constitutionnel, mais en fait anticonstitutionnel, qui sert à vider nos constitutions de leur substance. Quand j'ai lu ce truc-là, j'étais très inquiet. J'ai découvert, je suis tombé de l'armoire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'aurais dû le savoir. Ok, c'est ma faute, comme tout le monde. Hein, je n'avais pas lu ce texte. En le lisant, j'ai trouvé ça très inquiétant. Et je trouvais que dans les médias, le traitement médiatique des critiques de fond qu'on pouvait faire de ce texte était lamentable. Lamentable et même révoltant. Criminel, j'en étais pas encore j'avais pas encore attaché à la Constitution européenne les crimes que je lui attache aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est plus grave que ce que j'ai réalisé en 2005. En travaillant, je pense que c'est vraiment plus grave. C'est-à-dire que les sources de l'Union européenne sont gravissimes. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que... Ce qui s'est passé, c'est qu'en le lisant, je me suis révolté, comme tout le monde. On était très nombreux à le faire. Et puis j'ai écrit sur la question parce qu'il fallait y voir clair. Et il se trouve que le texte que j'ai écrit a eu de la chance. Il a circulé sur le net. Tu l'as mis sur un blog. Tu avais un blog dans lequel tu... C'est pas comme les gens à l'époque qui avaient des... C'était pas un blog, c'était une page internet. C'était une vitrine où je mettais mes TP informatiques et mes histoires de parapente. C'était un tout petit site de rien du tout. Et comme ce n'était pas un blog, les blogs existaient à peine encore. Hein, j'ai créé une page sur laquelle j'ai mis mon texte. Et dans ce texte, il y avait une invitation à interagir, mais par mail, puisque ce n'était pas un blog. Et je disais aux gens, écoutez, moi, ce que je lis me terrifie. Il est vraiment possible que je me trompe, puisque moi je débarque, je sais bien que je débarque. Je vous invite à m'aider à progresser en me signalant là où je me trompe, et puis je vais corriger le texte. Et puis, il va devenir de plus en plus fort. Si vous le faites et qu'on est nombreux à l'améliorer, il va devenir fort. Mais c'était une bouteille à la mer, parce que j'ai envoyé ça à mes 300 contacts, et puis à une liste de profs. C'est surtout aux profs que j'écrivais, à mes copains profs, en disant « Mais à quoi sert d'être prof ou journaliste si en sachant ce qui se passe, on ne le dit pas ?» Donc j'ai envoyé ça comme une bouteille à la mer et ça a marché. Les gens, le ton était gentil, je ne suis pas politicien, je ne cherche pas le pouvoir. Ça devait se sentir qu'il y a une recherche honnête, d'honnête homme, quoi, pour essayer de comprendre. Et les gens s'y sont probablement identifiés parce qu'il y avait vraiment un besoin de plaidoyer honnête sur ce sujet. Et les gens, en fait, quand ils le recevaient, ils m'écrivaient en disant « Waouh, ça m'intéresse, j'envoie ça à tout mon carnet d'adresses. » Et tous le faisaient, donc c'était allé à toute vitesse, quoi. Et en fait, le compteur du site s'est mis à tourner
à toute vitesse. Il y a eu jusqu'à 40 000 visites, 30 000, 40 000 visites par jour pendant les 2 derniers mois. Là. Et puis, j'ai reçu des reprises dans les médias. 12 000 mails. Alors, ce qui s'est passé, c'est le premier journaliste qui en a parlé, je crois que c'était un gars de l'Humanité. Ouais. Et qui a fait une grande... Moi, je ne suis jamais passé dans les journaux de ma vie, hein, donc c'était la première fois. Hein. Il y a un gars qui a écrit et si Chouard faisait gagner le nom. Le nom. Et puis moi, alors on m'envoie ça, les copains communistes du village qui me connaissaient parce qu'on se connaissait, mais pas pour la politique, quoi, qui me disent « Regarde, il y a ton nom dans le journal ». Je tombe des nues, je vois c'était une pleine page. Et puis, en fait, ça a déclenché chez les journalistes qui se répète beaucoup. Il y a un psittacisme chez les journalistes. En fait, quand un journaliste a levé une info, les autres presque se sentent obligés de le faire parce qu'il faut qu'ils aient traité aussi l'information. Et puis, ça leur met la puce à l'oreille. Et puis, si lui, il a eu le courage de le faire, ben, il y a moins de courage pour le faire. Il y a un effet de répétition, mais qui a marché incroyablement tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a plein de journaux. Donc, il y a Daniel dans Libération qui a écrit Chirac-Chouard, le vrai débat. Ouais. Encore une pleine page. Et puis, il y a Ariane Chemin qui, dans Le Monde, a écrit elle est venue, elle a passé 24 heures ici à la maison. Elle a écrit le Don Quichotte du Nom, qui était un article sympa, je trouve, enfin, qui a bien compris ma bagarre. Il y a un gars sympa de Marianne aussi qui a passé un long moment et qui a fait un article, et puis etc. Bon, tous les journaux, je ne peux pas dire tous les journaux, mais il y a énormément de journalistes qui sont venus ici, toutes les télés, toutes les radios étrangères, le Washington Post, les médias se sont emparés de ça, c'est devenu un phénomène. Et c'était concentré dans une période assez courte. Sur 2 mois, les 2-3 mois de la campagne référendaire. Votre nom commence à apparaître sur les forums, mais aussi dans les journaux. L'Humanité fait de vous le champion du nom. L'AFP consacre une dépêche entière à expliquer le succès de votre texte, jusqu'au Figaro, qui explique que l'engouement rencontré par votre site est révélateur d'un besoin de parler sans faux-semblant. Voilà, tout ça. Alors, bon, c'est une histoire d'Internet, hein, comme il y en a de temps en temps. Comment vous expliquez que ce soit tombé sur vous? Parce que finalement, des contributions de profs ou d'autres, il y en a des centaines, des milliers sur la Constitution. C'est un sujet qui passionne les internautes. Pourquoi c'est tombé sur vous, à votre avis? Ça, je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire pourquoi ça a si bien marché là. Peut-être parce que les gens ont senti le temps que j'y ai passé. Ça doit se voir dans le document que ça ne s'improvise pas, quoi, hein, qu'il faut des milliers d'heures. Et pourtant, il reste des erreurs. Il doit y avoir aussi le fait d'accepter de faire des erreurs et d'appeler les autres à la rescousse pour gommer les erreurs et les retirer au fur et à mesure pour que la pensée devienne plus fiable. Mais si tu veux, ce qui s'est passé qui est important, et qui, à mon avis, est transposable. C'est pour ça que c'est important, parce que mon cas particulier n'a aucun intérêt, mais c'est transposable. C'est-à-dire que ce que j'ai observé, c'est que le regard des autres me changeait. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait comme ça des gens qui m'écrivent en disant « Putain, mais c'est super, ça, il faut continuer, approfondir ». Donc, ils comptaient sur moi. Donc, des gens dont le regard était positif et qui me remerciaient de ce que j'avais fait, ça me changeait, en disant « Il faut que je continue ». Et le regard à l'inverse, le regard de ceux qui ne croyaient pas du tout ce que je disais, qui pensaient que j'étais un imposteur, qui pensaient que j'étais un menteur, il y en a qui m'ont accusé d'être un sous-marin trotskiste, d'autres qui m'ont accusé d'être un sous-marin lepéniste ou d'extrême droite. Donc des gens qui ne croyaient pas que ce soit possible que quelqu'un fasse ce que je fais, et puis ils pensaient que je me trompais surtout. Qui est ce bonhomme? Mais d'où parle-t-il, quoi? C'est un imposteur, il ne connaît rien à rien. Et ce regard négatif me tirait lui aussi, me transforme lui aussi, et il me transforme encore aujourd'hui. Hein. Et il me transforme parce que je veux leur montrer qu'ils se trompent. Ils disent que je suis un imposteur, un menteur, un bon à rien, et je vais leur montrer que ce n'est pas vrai. Et donc, ça, en fait, les deux regards tendent un ressort en moi qui me donne envie de bien faire. Et qui est la vertu. Quand tu te donnes du mal pour le bien commun, c'est ce que j'appelle, enfin, c'est ce qu'on appelle, oui, une forme de vertu. Et ce que je veux dire, c'est que la vergogne, c'est-à-dire l'importance qu'on donne au regard d'autrui, pousse à la vertu, avec ces deux ressorts.
tu as peur de ceux qui pensent du mal de toi et tu as envie d'avoir encore la reconnaissance de ceux qui t'aiment bien. Ces deux mécanismes poussent à la vertu. Et je trouve que de bonnes institutions devraient jouer avec ces ressorts. Ok, donc voilà, 2005, le TCE, le non a gagné. Qu'est-ce qui se passe après? Parce que le non a gagné dans les urnes, mais après... Les citoyens ont décidé qu'il ne fallait pas, que ce traité était mauvais, et puis on leur a imposé par la voie parlementaire le traité de Lisbonne. Donc qu'est-ce qui se passe après, une fois qu'on a passé des mois et des mois à vivre là-dedans, à voir sa vie changer, etc. On ne peut pas juste dire ok, je reprends ma... Non. C'est plus possible. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Depuis, j'ai continué à bosser en essayant de... Bon, le non, c'était une sorte de destruction, c'est-à-dire que tu te défends, c'est-à-dire que tu essayes d'empêcher celui qui te viole de te violer, tu fais comme tu peux dans l'urgence. Mais ce n'est pas constructif. Et ce que j'ai fait depuis 7 ans, c'est essayer d'imaginer une alternative, mais sérieusement, c'est essayer de penser à quelles sont les institutions dont nous aurions besoin pour nous protéger des abus de pouvoir durablement, et quel est le processus constituant qui va nous permettre d'y arriver. J'en suis venu au processus constituant parce que j'ai essayé de comprendre, je me suis demandé, mais comment se fait-il que partout dans le monde, des constitutions sont aussi mauvaises, toutes, au lieu de programmer la protection des gens contre les abus de pouvoir, toutes les constitutions du monde programment leur impuissance. Ce n'est pas un complot, pas partout, pas dans tous les pays, à toutes les époques, ce n'est pas un complot. Il y a autre chose. Et je crois l'avoir trouvé. Alors bon, je progresse, donc peut-être que je vais affiner ça encore, mais il me semble avoir trouvé ce que j'appelle la cause des causes, c'est-à-dire cette cause première qui explique l'impuissance politique des peuples à résister aux injustices. Et donc ça explique aussi les injustices, parce que si nous pouvions résister aux injustices, elles seraient moins importantes. Il y aurait toujours une tendance à l'injustice, mais il y en aurait beaucoup moins si nous pouvions résister. Or, notre impuissance politique, générale et généralisée sur Terre, elle est écrite quelque part. Elle n'est pas un fait de nature. L'impuissance des peuples est programmée dans les constitutions. Et qu'est-ce qui fait que ces constitutions soient mauvaises? Ma thèse, Schwardesque pour l'instant, mais ce serait bien qu'on soit des millions ou des milliards à la partager pour que ce soit efficace et que ça puisse changer. Il me semble que si les constitutions sont aussi mauvaises, c'est parce que ceux qui les écrivent sont des professionnels de la politique, des hommes de parti, des ministres, des juges, des parlementaires, ou des hommes de parti, des candidats. Et ces gens-là, qui sont ceux qui devraient craindre la Constitution, au moment d'écrire la Constitution, ils sont dans une situation de conflit d'intérêts. Ils écrivent des règles pour eux-mêmes, des règles où leur intérêt personnel est en conflit avec l'intérêt général. Et ils ont un intérêt personnel à ne pas écrire la démocratie. Une vraie démocratie dans laquelle le peuple voterait lui-même ses lois. Ça mettrait les représentants au chômage. Donc quand les représentants votent eux-mêmes la Constitution, quand ils écrivent eux-mêmes et quand ils votent eux-mêmes la Constitution, ils ont un intérêt personnel à ce que les peuples restent impuissants pour qu'eux restent puissants, et c'est ça qui fait qu'ils écrivent de mauvaises constitutions. D'où l'idée d'une assemblée constituante tirée au sort, parce que tout vaudrait mieux que le conflit d'intérêts qui vient de l'élection. Ça fait peur à tout le monde, ça. C'est-à-dire que spontanément, quand on dit mais si on tire au sort les députés de l'Assemblée constituante, on va avoir des incompétents ou des affreux, des salauds. Tout le monde a peur avec le tirage au sort de tirer au sort des méchants ou des abrutis. Je ne conteste pas ça. Je dis juste qu'il y a 36 moyens de se protéger de ces affreux et de ces abrutis. On n'est pas obligé de prendre le tirage au sort et de le faire de la façon la plus bête qui soit. On n'est pas obligé. Et d'autre part, il y a des tas d'expériences dans le monde qui montrent que les assemblées tirées au sort ne donnent pas du tout des assemblées d'affreux ou d'abrutis. Pas du tout, du tout. Des expériences concrètes. Il y a même eu en France, il me semble, des conférences de citoyens, ou même au sein de l'université, des tas d'occasions de tirage au sort. Un peu de tirage au sort, une proportion de tirage au sort qui faisait qu'on... Non, alors, oui, on peut faire des essais de proportion de tirage au sort et de proportion d'élection. On peut aussi mixer les deux
Et c'est ça que je suggère pour l'Assemblée constituante, parce que, si vous voulez, il faut pas, c'est pas le tirage au sort pour le tirage au sort, c'est le tirage au sort comme une procédure qui nous débarrasserait des conflits d'intérêts en matière constituante, c'est-à-dire qui empêche l'advenue d'une vraie démocratie. Maintenant, peut-être que quelqu'un va trouver une meilleure idée que le tirage au sort. Il y a une idée intermédiaire, ou plutôt qui combine l'élection et le tirage au sort, qui me paraît extrêmement séduisante. Ça se décrit rapidement. Il s'agit de l'élection, mais pas l'élection qu'on connaît. Il s'agirait d'élire, non pas parmi des candidats, on ne veut pas de candidats, justement, ça c'est sûr, on ne veut pas de candidats, mais une élection libre, comme il y avait pendant la Révolution française. Dans la Révolution française, il n'y avait pas de candidats, hein, et puis les candidats, on les traitait mal, hein, ils faisaient mal, on était mal vus en 1789 quand on se prétendait au-dessus des autres au point d'être candidat. Non, non, les élections pendant la Révolution française, c'était chacun était libre d'élire qui lui semblait bon. J'appelle ça des élections sans candidat, des élections libres. Nous, pour désigner les membres de l'Assemblée constituante, nous pourrions, chacun d'entre nous, les 40 millions d'électeurs, nous pourrions désigner autour de nous 2 ou 3 personnes que nous considérons comme valeureuses, comme des honnêtes gens, des gens bien, avec nos critères, mais librement, pas parmi les hommes politiques. Alors peut-être qu'il n'y en aura pas, on va voir, vous allez voir. Moi, je vais considérer que ma mère, elle est valeureuse. Eh ben, si vous considérez que votre... Non, mais si vous... Oui, mais elle est valeureuse parce que aussi, peut-être qu'une fois qu'elle sera élue, elle fera tout pour... Mais c'est pour écrire l'Assemblée constituante, hein, donc il n'y a pas de lien direct. Ceux qui seront dans l'Assemblée constituante n'auront pas un pouvoir qui sera capable de satisfaire un intérêt particulier ou un autre. Ce n'est pas eux qui vont changer les lois. Ils vont écrire la Constitution qui va les protéger quand ils seront plus constituants. C'est-à-dire qu'ils vont bientôt ne plus être constituants, ils réfléchissent, ils savent bien que dans 6 mois, ils seront plus constituants, et ils vont se mettre à obéir à des pouvoirs qui seront limités par les règles qu'ils ont écrites. Mais vous allez voir qu'ils vont... Ils vont écrire les règles dont nous avons besoin. Vous allez voir qu'ils vont les écrire. Alors, je reviens à ma sélection libre. Nous choisirions, dans l'organisation que je suggère, nous choisirions 2 ou 3 personnes que nous considérons comme bien, des honnêtes gens, des gens... Alors, chacun va avoir ses critères. Moi, je mettrais des gens qui savent lire, qui savent écouter les autres, qui savent changer la vie, qui savent rapprocher 2 points de vue quand 2 copains sont en train de s'engueuler, ils savent les calmer pour essayer de trouver le point de vue intermédiaire, des gens qui sont capables donc de lire, des gens qui sont plutôt calmes, qui ne se mettent pas trop en colère. Mais c'est François Hollande. Non, mais François Hollande ferait peut-être, s'il n'était pas professionnel de la politique, il ferait peut-être un bon constituant. Ça ne me dérange pas. Le problème, c'est que quelqu'un de bien, s'il est professionnel de la politique, et c'est parce qu'il est professionnel de la politique, et c'est pas parce que c'est quelqu'un de mauvais, c'est parce qu'il est professionnel de la politique, qu'il a ce conflit d'intérêts, qu'il va écrire une mauvaise constitution. Je ne dis pas que c'est des salauds, je ne dis pas que c'est des corrompus. Je dis qu'un parlementaire, au moment d'écrire la Constitution, il a un intérêt personnel qui est plus fort que lui. Il ne peut pas se faire harakiri en disant « je vais écrire le référendum d'initiative populaire qui leur permet de me virer dès qu'ils vont trouver que je suis plus bon ». Il ne va pas le faire, ce n'est pas possible, c'est plus fort que lui. Et donc, nous choisirions donc, avec nos critères, librement, sans être imposés par la contrainte des partis politiques, nous choisirions 2 ou 3 personnes, il faut discuter, peut-être qu'une personne suffirait, peut-être qu'on pourrait en choisir plus, des personnes que nous considérons comme bien pour écrire la Constitution. Chacun choisit, et on se retrouve sur 40 millions d'électeurs, il y a des gens qui vont être désignés plusieurs fois, plusieurs membres de leur entourage les ont repérés comme quelqu'un de plutôt bien, et donc il va y avoir, on va pas désigner 40 millions, il va y avoir peut-être 500 000, 1 million, peut-être 2 millions de gens que nous considérons, que le peuple considère librement en son sein, librement, hein, sans la contrainte des partis, ça change tout ça, hein, librement, comme bien. Et c'est parmi ces gens-là qu'on tirerait au sort. Attends, c'est plus des incompétents, c'est des gens que nous avons choisis, et que nous avons choisis pas parmi la crapule A et crapule B, crapule C, c'est des gens que nous avons choisis, on pense que ce n'est pas des crapules. Hein, et parmi ces gens-là, on tire au sort. Et alors, il y a 2 biais. Il y a ceux qui ont très peu été nommés, qui ont été nommés par juste leurs meilleurs copains, et puis c'est tout. Donc, ces gens-là qui ont été très peu nommés. Et les gens qui ont été beaucoup nommés, parce qu'ils sont connus à la télé, ou c'est des hommes de parti, il y a le biais médiatique. Donc, ceux qui ont été vraiment beaucoup nommés, dans
dans les compétitions d'arts martiaux, on considère que notre meilleure, on fait plein de manches, mais on considère que notre meilleure manche, celle qu'on a vraiment le mieux réussi, c'est un accident. Donc on retire ces points-là. Et la manche qu'on a ratée, mais qu'on a ratée, la plus mauvaise manche qu'on a faite, on considère aussi que c'est un accident. Et on ne compte pas ces manches-là. On compte que les manches du milieu, qui sont plus représentatives de notre vrai niveau. Eh bien, on pourrait faire ça, c'est-à-dire que parmi les gens que nous avons que nous avons élus librement, il y a des gens qui ont été très peu élus. Bon, le cinquième de ces gens-là, on ne les met pas dans le tirage au sort possible. Ceux qui ont été très souvent élus, on considère qu'il y a un biais médiatique, probablement. C'est des gens, et puis c'est peut-être des beaux parleurs, des gens qui vont prendre l'ascendant dans l'Assemblée constituante. On les met à l'écart aussi. Et on prend par contre dans les gens qui ont été vraiment beaucoup nommés, mais pas trop, beaucoup nommés par nous autres librement, et c'est parmi eux qu'on tire au sort. Et s'ils veulent refuser, ils refusent. On ne va pas les forcer. Mais s'ils refusent, ce n'est pas grave, on en a des centaines de milliers, et on ne va pas en prendre 100 000. On va en prendre une centaine peut-être, une cinquantaine. On n'a pas besoin qu'ils soient très nombreux. Il faut qu'ils soient un peu nombreux pour éviter le risque d'un biais, mais dès qu'ils sont 50, le risque de biais il devient ridicule, et on ne cherche pas à ce qu'elle soit représentative. Elle le sera, hein. Vous verrez que si vous tirez au sort parmi ces gens-là, alors on n'aura peut-être pas la moitié de femmes, parce que comme il y a eu l'élection ne va peut-être pas donner la parité. Ça, on ne peut pas l'annoncer à l'avance. Mais on peut annoncer que parmi les élus libres, le tirage au sort, lui, il sera équitable. Il ne va pas favoriser les blancs, les vieux, les riches, les hommes. Non, le tirage au sort, il est équitable. Il est absolument équitable. Une assemblée tirée au sort, il y a la moitié de femmes. Hein, et il y a une proportion de riches et de pauvres tirés au sort, hein, sans élection. On a une véritable justice dans la représentation qui est tout à fait passionnante, ce tirage au sort. Et donc, si on compose cette assemblée constituante comme ça, ce qu'on n'a encore jamais fait dans l'histoire des hommes, mais ce n'est pas parce qu'on ne l'a jamais fait qu'on ne le fera jamais. Quand on est adolescent, on a été enfant toute sa vie, on a été inconscient, on n'a pas eu de conscience réelle et puissante et forte toute sa vie. Toute sa vie, ça a été sous la domination d'un maître, des parents, ou des maîtres à l'école, et ce n'est pas pour ça que ça va être comme ça tout le temps. C'est-à-dire qu'au moment de l'adolescence, on change et la prise de conscience nous fait faire des choses qu'on n'aurait jamais faites. Et là, peut-être que l'humanité, politiquement, en est à ce stade-là. Après avoir été martyrisée, dominée par des maîtres pendant des milliers d'années, je pense parce qu'il nous manquait l'outil fabuleux qu'est Internet qui nous permet enfin de communiquer sans... Ça nous permettra peut-être de sortir de l'enfance et de faire des choses qu'on n'a jamais faites, comme cette assemblée constituante. Parce que nous sommes enfin devenus capables de prendre conscience que tout se joue là. Alors pour l'instant, on s'en fout. Tout le monde se fout de la Constitution. Mais si on dit, ah oui, c'est vrai, c'est super important. Ce qui compte, c'est qui écrit la Constitution et qui la fait respecter, avec quelles armes. Il faut que les gens soient armés pour faire respecter la Constitution. Je suis désolé, ça fait partie probablement de ce qui est nécessaire pour que ça marche. Parce que si les riches ont les armes et qu'ils sont les seuls à les avoir, Constitution, pas Constitution, de toute façon, on se fera écraser. Mais alors justement, juste pour s'arrêter 2 secondes là-dessus, donc cette idée inédite, quelque chose qui ne s'est jamais fait, ça vient comment dans sa tête? Qu'est-ce qu'il faut avoir lu? Comment le cheminement se fait? Le mien a été un peu long parce que j'ai mis... non, c'est venu assez vite, puisque tu te souviens que dans le texte de 2005, ma conclusion, c'était que... Mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'on a écrit une aussi mauvaise Constitution? C'est que ceux qui l'ont écrite n'auraient pas dû l'écrire. Ce n'était pas à eux d'écrire la Constitution. Je ne connaissais pas encore... Il faut juste rappeler comment ça a été écrit, la Constitution européenne à l'époque. C'est des parlementaires, des ministres, des notables, des syndicalistes, des hommes de pouvoir. Il n'y a que des hommes de pouvoir qui étaient là. Et les hommes qui composaient la Convention Giscard n'ont même pas écrit la Constitution. Ils l'ont remaniée, ils ont fait un travail important, un travail de révélateur. Les textes existaient déjà, avaient été écrits dans notre dos, pour la plupart, sans qu'on nous demande notre avis dessus. Ils avaient été écrits dans notre dos et c'était très désordre. Et ce qu'a fait la Convention Giscard, c'est les mettre en ordre avec une numérotation unique, un texte unique, et ça a permis d'y voir clair, alors qu'avant on ne voyait pas clair. Donc ça nous a permis de résister en voyant l'ennemi enfin, en voyant le texte qu'on ne pensait pas être un ennemi, et puis on a dit, mais ça c'est contraire à l'intérêt général. D'accord, donc une fois qu'on a compris que ce n'était pas les bons qui écrivaient la Constitution, comment on en arrive au tirage au sort? Le tirage au sort, moi je l'ai découvert en découvrant Athènes. Il y a un gars qui m'a écrit et qui fait ce que je vous demande d'être à votre tour. C'est-à-dire qu'il m'a
contaminé. Mais il s'est pris à plusieurs fois. C'était qui? Il s'appelle Pierre et il a signé un texte qui est sur mon site, bien sûr, qui s'appelle Manifeste pour la vraie démocratie. Et il signe sous le nom André Tolmer. Mais c'est un pseudo, il s'appelle Pierre en fait. Et il a écrit ce texte Manifeste pour la vraie démocratie. Il ne me l'a pas envoyé par mail, à l'époque des 12 000 mails, il me l'a envoyé par la poste. Et donc j'ai reçu ce truc-là, mais j'en imprimais, j'avais des piles de papier autour de moi considérables. Je me noyais dans les documents. Donc j'en traitais, mais j'étais dépassé. Et ce texte-là qui arrive par la poste, je feuillette, comme d'habitude, je regarde l'intro, je regarde le plan et la conclusion, je dis c'est super intéressant ce truc-là, mais nécessité fait loi, t'as France Culture qui appelle, je pose le truc sur la pile, et le problème de la pile, c'est que c'est le drame de la pile, c'est que le document qui est au-dessus est le roi, mais juste le temps qu'un autre arrive par-dessus, et après ça, c'est l'oubli. Tu vois, les piles, il y en a, c'est affreux. Tout ça, c'est des piles. Tout ça, c'est urgent et important. Urgent et important. Il y en a 4 mètres de haut. Urgent et important. Et si tu veux, il faudrait que je le traite. Mais juste, j'ai pas le temps. Et pourtant... Il y a le Figaro au-dessus de la pile. C'est mon fils qui m'a filé le Figaro. Il y a des choses intéressantes dans le Figaro. Oui, non, mais je veux dire... Les éditoriaux sont épouvantables, mais là, il y a des choses il y a des importantes. papiers, ouais. D'accord, donc ce Pierre envoie ce Pierre m'envoie courrier. ce courrier et je le mets sur la pile, je l'oublie. Mais en bon horticulteur, en bon planteur de graines d'idées importantes, il revient 15 jours après et il m'appelle en disant « Bonjour, c'est André Tolmer, est-ce que vous avez reçu? Vous vous souvenez, je vous ai envoyé un texte. » Je dis « Ah oui, je dis, purée, c'est vrai ce texte-là, je l'ai oublié, je l'ai mis dans la pile et je l'ai négligé depuis. Mais je vous promets, alors je cherche, je le sors de la pile. » Je le regarde et je lui dis, ok, super, vous avez raison, vous faites bien de me tenir les pieds au chaud, je vais le lire, c'est promis. Puis je raccroche et puis c'est peut-être Daniel qui appelle ou quelqu'un d'autre, ça n'arrête pas. Et je le remets sur la pile. Il se passe toute la campagne du référendum. Donc il était déjà venu, il avait planté sa graine en m'envoyant le truc, et puis il avait mis un peu d'eau, il était venu pour l'arroser un peu, ça ne germait pas. Et puis, il y a eu lieu le référendum, ça s'est calmé un peu, mon emploi du temps, là, je me suis remis à voler un peu, et puis, il rappelle. En parapente. En parapente. Ouais. Et puis, oui. Et puis, il revient, il me rappelle, il dit, vous vous souvenez de moi? Oh, purée, putain, j'avais honte. Mais là, il revenait, tu vois, il sarcle un peu la terre, il l'aère, il revient, il s'en occupe de sa graine. 3 fois, il est venu. Donc, il est revenu, il m'a dit, et là, j'étais libre, donc je lui ai dit, enfin, je sais pas le matin, je lui ai dit, okay, je ressors le bouquin, André, Pierre, je vous promets, là, je ne peux pas le dire maintenant, mais je le lis cet après-midi, je le lis cet après-midi. Là, j'avais juré, je le pose sur mon bureau, je ne le pose pas sur la pile, je raccroche, et je lis ce truc. Donc, je me mets dans un droite, c'est assez long, hein, ça fait 200 pages, et je passe l'après-midi là-dessus. Au début, il me parle de démocratie athénienne, la vraie démocratie, c'est comme à Athènes. Pour Athènes, le tirage au sort, qu'est-ce qu'il me raconte? Enfin, je lui ai promis que je le lis. Le fait que je lui ai promis de lire, il a semé la graine comme il fallait. Et je me mets à lire ça, et plus je lis, plus je me dis, mais attends, mais c'est pas con quand même, parce qu'il n'y a pas que le tirage au sort, il y a aussi toutes les institutions de contrôle qui vont avec. Et puis ça a marché pendant 200 ans. Et puis pendant 200 ans, c'est les pauvres qui dirigeaient. Et ça a marché pendant 200 ans. Et je lis ça, je dis, putain, c'est quand même malin. Et puis il me parle de Bernard Manin. Et donc Bernard Manin, je commande aussitôt, évidemment. Il me parle de Hansen, je le commande aussitôt. Et puis quelques jours après, je reçois ses bouquins. Mais Bernard Manin, c'est très important. C'est un livre très important. Il faudrait le montrer, quoi. Il est là, un peu plus sur la droite, là. Sur la droite. Voilà, c'est lui-là, non? Voilà, c'est lui-là. Ouais, regarde. Je vais montrer. Celui-là. Un bouquin essentiel, complètement en rupture depuis que j'en parle, mais il va être édité en octobre. Ça a été écrit quand, ça? Oh, récemment, ça a été écrit en 95. Ah oui. C'est important d'avoir ça s'appelle d'un titre qui n'est pas sexy. Hein. Si je ne vous le disais pas, vous ne l'achèteriez pas sur ce titre-là. Principe du gouvernement représentatif. C'est un des meilleurs bouquins qui soit. C'est un bouquin vraiment formidable, un bouquin. Mais dès les premiers mots, c'est important. C'est tout de suite important. Tout de suite, tu sens que on te parle de choses qui comptent, quoi. C'est quoi les 3 couleurs, pardon? Le jaune et rouge, c'est important. Et le jaune et l'orange, c'est important. C'est les degrés d'importance. Et en gros, quelquefois, j'ai pas toutes les couleurs, donc j'y arrive pas. Mais en gros, les rouges, c'est les affreux.
C'est quoi les affreux? C'est les salauds, c'est les riches, c'est les traîtres, les... Alors bon... Donc dans chaque bout de texte, on distingue quand on couleurs, parle de... Sur les couleurs, ouais. Mais en fait... des méchants et quand on parle des gentils. Voilà. Mais en fait, ces couleurs-là, ça s'est cristallisé ensuite en lisant. Mais ça sert à quoi de faire ça? Ça, c'est super important pour moi. C'est très, très, très important parce que tu sais que depuis, je n'arrête pas d'en parler sur mon site. C'est-à-dire que quand je lis un truc, j'en parle. Et si j'écrivais pas des marques de ce que je suis en train de lire et que je revienne, maintenant je vais en parler, il faut que je recommence la lecture pour savoir où sont les choses importantes. Là, je sais, si tu veux, ça, je sais que c'est quelque chose qu'il va falloir que je les Quand scanne. par exemple, tu veux dire un truc sur les salauds, tu vas dans un livre que tu as lu et puis non, non, mais c'est pas comme ça que je cherche. Je cherche pas le rouge sur les salauds. Il se trouve que c'est les salauds et je vois que, par exemple, ce bouquin qui parle des traites, là, il y a du rouge partout parce qu'ils n'arrêtent pas de décrire leurs mœurs et leurs manières. Donc il y a du rouge partout, mais c'est un détail, ça. D'accord. C'est un détail. Non, ce qui compte surtout, c'est, tu vois, c'est. Mais là, tout est important. Et puis les liens. Mais dans ce livre-là, tout est important. C'est pas le cas tout le temps. Hein. Mais dans ce livre-là, c'est un livre vraiment important. Mais c'est un livre qui est connu. Rosan Vallon en parle tout le temps. Dominique Rousseau en parle tout le temps. Enfin, tous les Garrigou en parle aussi. Tous les auteurs politiques, tous ceux qui font de la politique et qui essaient d'organiser la cité, connaissent ce bouquin de Bernard Manin, qui est un bouquin important. Il n'y en a pas beaucoup des bouquins qui parlent du tirage au sort. Et lui, ce qu'il a fait, ça s'appelle Principe du gouvernement représentatif, mais en fait, c'est la balance. Il fait la balance, il fait le procès de l'élection et du tirage au sort, en essayant de voir les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre. Et pour nous qui n'avons jamais vu le tirage au sort, qui avons appris à l'école que l'élection, toute notre vie, on nous a dit élection égale démocratie, démocratie égale élection, élection égale démocratie, démocratie. Répète, mon petit. Et je répète depuis 50 ans. Et dans les journaux, dans les livres, à la télé, partout, dans les conversations, partout, démocratie égale élection. Je finis par y croire. Et parce que dans les 50 ans de ma vie, c'est-à-dire 100% de ma vie, je n'ai entendu que ça. Donc j'y crois, tout naturellement. Et j'y crois ou je ne crois plus, je ne vais plus voter. Alors oui, c'est-à-dire qu'on se dit, quand on voit que ça ne marche pas, on se dit la démocratie est mauvaise, mais il faut quand même, il faut un effort de lecture de ce qu'écrivaient nos parents avant la Révolution française, parce que c'est à partir de la Révolution française que nous appelons, pas tout à fait la Révolution française, à partir du début du XIXe siècle, que nous appelons démocratie son strict contraire. Nous appelons démocratie le gouvernement représentatif, qui a été pensé dès le départ comme la renonciation définitive à la démocratie. Ça a été pensé comme et voulu comme antidémocratique, parce que Sieyès, Madison, Condorcet, tous ces gens-là ne voulaient pas du tout la démocratie. Ils voulaient un gouvernement représentatif, c'est-à-dire le peuple peut choisir ses maîtres, et puis c'est tout. C'est déjà bien. Je rigole. Non, c'est pas bien, ça c'est très insuffisant. C'est très insuffisant. Et donc, ce que fait Manin, c'est qu'il est étonné. Je l'ai rencontré, c'est un gars absolument adorable. Et il dit, j'étais étonné. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est prof de fac à Paris et à New York. Et il est absolument charmant, jovial, adorable. Et on a passé, c'était un moment très très pétillant. Et là, il dit, je m'étonne qu'on continue à appeler démocratie, que nous appelions tous démocratie, un régime qui a été conçu comme son strict contraire depuis le départ, quand même étonnant. Alors il essaie de voir les avantages et inconvénients. Et pour nous qui n'avons jamais vu autre chose que l'élection avec la démocratie, entendre parler du tirage au sort, même si c'est lui, il n'est pas pour le tirage au sort, il montre les deux. Mais pour nous, tu vas voir quand tu le lis, c'est comme un plaidoyer pour le tirage au sort. Tu te dis, mais attends, mais c'est super intéressant ça. Attends, le tirage au sort, comment ça se fait qu'on m'en parle pas à l'école? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas un débat de société où les humains, après avoir bien pesé le pour et le contre, après avoir vu que 200 ans d'élection, 200 ans de gouvernement représentatif donnent 200 ans partout dans le monde, sans exception pratiquement, de gouvernement des riches, des plus riches, des 1%, pas des riches moyennement, des très très riches qui ont rien à voir avec l'intérêt général. Comment, après 200 ans de pratique, on pourrait quand même faire un débat national, un vrai débat où chacun discute en disant, voyons, 200 ans d'élection donnent le gouvernement des riches tout le temps, partout, et 200 ans de tirage au sort à Athènes ont donné le gouvernement des pauvres absolument systématiquement pendant 200 ans. Attends, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Ils ne veulent pas qu'on en parle, mais nous, grâce à Internet, même si les médias n'en parlent pas, nous,
on trouve ça drôlement intéressant. Je peux vous dire que sur les sites, là, ça pétille. Et parce qu'il y a une vraie alternative. Si tu veux, nous sommes dans les pattes des plus riches. Les Goldman Sachs, les Ernest Antoine Seillière, les industriels et les banquiers. Nous sommes dans leurs pattes. Ça fait 200 ans que nous sommes dans leurs pattes. Mais là, c'est grave. Ils ont des outils de contrôle social qu'ils n'ont jamais eu dans l'histoire des hommes. Le fait d'avoir la télé, d'avoir la fabrique du consentement avec les techniques de psychologie des foules, de manipulation, les techniques de manipulation, ça devient une science exacte. Ces outils-là vont leur permettre, j'en ai peur, hein, et j'espère qu'on va arriver à résister vite, il faut qu'on réagisse vite, hein. Mais ils ont les outils pour refaire les camps de travail. Je rappelle qu'à Auschwitz... C'est le point Godwin. Je rigole. Ben oui, non mais attends, à Auschwitz, je n'oublie pas qu'à Auschwitz, Siemens faisait travailler les déportés. IBM faisait travailler les déportés. Ford faisait travailler les déportés, main-d'œuvre gratuite. Ça ne les gênait pas, ils n'avaient aucun scrupule. Une entreprise qui n'a pas de contre-pouvoir, une entreprise, c'est un centre de profit, ça ne pense qu'au profit, c'est profondément immoral, une entreprise. D'accord. Et alors, voilà. pardon, juste on continue dans la chronologie, mais ça m'intéresse, hein, mais juste pour qu'on finisse là-dessus. Donc après avoir lu ça, qu'est-ce qui se passe ? En fait, lui, comme c'est un auteur académique, il cite ses sources. Et donc, il y a plein d'autres livres qu'il cite. Voilà. Il cite Hansen, il lit Finlay, dans la bibliographie, puis dans les notes en bas de page. Et en fait, ça commence. Voilà, ça commence. Et en fait, ce livre-là et quelques autres, hein, mais on pourrait dire que c'est le point de départ de ma bibliothèque. Parce qu'en fait, de proche en proche, quand je lis les livres et qu'un auteur s'appuie véritablement sur un autre, je me le procure. Je me le procure, je le feuillette, je travaille l'intro, la conclusion, le plan, les chapitres qui m'intéressent. Et puis ensuite, j'y reviens. Alors, ce qui est génial maintenant, là, j'en suis à un stade où il n'est pas question d'avoir tous les livres du monde. Il est question d'avoir tous les livres qui comptent, enfin, j'essaye d'avoir tous les livres qui comptent en matière de contrôle des pouvoirs dans ce qu'ont écrit les hommes et qui est en littérature française. J'ai quelques livres en anglais, mais je n'arrive pas à lire, je lis trop lentement en anglais. En tout cas, traduit en français. Et j'en suis à un stade là où, quand je reçois un nouveau livre, là, je reçois le livre de Ostrom. Tu dis tu reçois parce que tu l'as commandé. Je les commande, voilà. Ouais. Je les commande et ils arrivent par la poste. Et là, je viens de recevoir le seul livre de Elinor Ostrom qui parle des biens communs, le seul livre qui a été traduit en français. C'est un livre super important. Je sais qu'il est important. Je l'ai déjà scanné d'un copain et je l'ai déjà en fichier numérique. Mais là, elle vient de mourir et j'ai lu un article exceptionnel sur elle. C'est le prix Nobel d'économie 2009. Alors, prix Nobel d'économie, c'est plutôt un mauvais signe. Enfin, c'est ça. En tout cas, c'est un signe qui amène à se méfier un petit peu. Mais c'est quelqu'un de remarquable qui a travaillé sur les biens communs, qui entretient la mémoire des luttes, qui nous rappelle que les enclosures, 12e, 13e, 14e siècle en Angleterre, ont été les premières privatisations où on a enclos les biens communs. C'est-à-dire que les propriétaires ont commencé à s'approprier ce que nous donnait la nature. Et on est en plein dedans aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est encore en pleine phase d'enclosure. Et la connaissance des méthodes des propriétaires depuis la nuit des temps, des méthodes des propriétaires et des outils de résistance de nos grands-parents, de résistance, c'est très important pour organiser nos résistances aujourd'hui. Donc, c'est un livre super important celui-là, et je sais que quand je vais le lire, elle va faire référence dans son bouquin à plein d'autres, mais je ne peux pas en être certain, mais en général, dans l'état où je suis aujourd'hui, à peu près la moitié ou les 2/3 des notes des bouquins qui sont cités, je les ai déjà. Ça, c'est formidable, ça. C'est-à-dire que tu es en train de lire, et quand tu fais une note, tu prends le bouquin et tu vas voir le passage, et tu vois ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, et c'est comme ça que je lis. Je lis, là j'en suis à un stade où je lis les bouquins avec leurs mailles, c'est-à-dire que je les maille entre eux. C'est comme un tissu que je fais. Je construis un outil intellectuel pour nous protéger des injustices, mais je le fais avec des auteurs, la matérialisation de leurs pensées dans leurs bouquins, que je maille entre eux. Et là, il faudrait que j'en écrive un. Il faudrait que j'en écrive un à mon tour. Oui, un peu comme un bouquin de Desmond. Ce qu'il faut préciser, c'est que tu n'as pas écrit encore un seul livre, en fait. Ben, j'ai beaucoup écrit, mais pas sous forme de livre. Il faudrait que je me déconnecte, parce que le net me prend un temps fou. Hein. Donc, voilà, mais alors, sur Internet, parce qu'il y a les bouquins, c'est une chose, mais sur Internet, tu fais une recension aussi de
tous les sites. Je ne sais pas si on peut aller voir, par exemple, tes favoris. Ah, il faut le démarrer. Ouais. Bah, démarrons-le si ça te va, si c'est pas trop personnel. Non. Non. Mais c'est long à démarrer. Qu'on voit les favoris. Mais voilà, quelle était avant ton utilisation d'Internet et maintenant, quelle est-elle et à ton avis, à quoi ça... Enfin, est-ce que c'est... Est-ce qu'on avait une discussion là-dessus en roulant est-ce que c'est... Est-ce que... voilà, tout ce foisonnement, c'est plutôt... Essentiel, Internet. Essentiel, absolument essentiel. 2000 livres, c'est une chose, mais j'en tire au moins autant d'Internet. C'est-à-dire que sur Internet, il y a... Si tu veux, il y a ce que m'envoient les autres. Or, il y a énormément de gens qui commencent à... Enfin, énormément... à l'échelle d'un homme, quoi. À l'échelle d'un pays, c'est rien du tout. Mais à l'échelle d'un homme, il y a énormément de gens qui me suivent et qui m'indiquent des choses, qui m'envoient des liens, qui me disent ça va t'intéresser, ça devrait t'intéresser. Et ça, c'est considérable, quoi. C'est vraiment beaucoup d'informations. Et donc, moi, ça, voilà. Donc, il y a les livres et puis il y a les articles qu'écrivent les gens. Et comment on fait le tri? Parce que tu dois faire un tri, forcément. Je fais ce que je peux, je suis débordé. Pardon. Non, je fais ce que je peux. Comment tu fais la différence entre un, pardon à dire ça comme ça, mais un illuminé qui va... Ah ben je recoupe quand même. Enfin, j'en lis tellement, j'en vois tellement que... Enfin, donc il y a des filtres. Oui, des illuminés, on en voit. Il y en a quelques-uns qui croient à n'importe quoi. Alors le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont très crédules, qui croient ce que je prends moi pour des bêtises, et qui me croient aussi. Donc, quel genre de bêtises? Par exemple, ce qu'on dit sur les chemtrails, les chemtrails, c'est-à-dire les traînées d'avions qui seraient de l'empoisonnement. Il y a des gens qui croient qu'avec ces avions, on nous empoisonne, c'est-à-dire que c'est des produits toxiques qui sont envoyés. Les avions quoi? Les avions de ligne. Alors que moi, je vole en parapente, je fais de la météo, je connais... moi, c'est de la condensation dans de l'air hypersaturé. C'est un phénomène physique qui existe depuis toujours, enfin depuis que les avions à réaction volent. Et je trouve ça en plus idiot parce que, enfin, pas logique structurellement, parce que les gens qui décideraient ça s'empoisonneraient eux-mêmes. C'est pas, sauf s'ils ont l'antidote. Empoisonneraient leur clientèle. C'est des bêtises. Donc, mais bon, il y a des gens qui y croient dur comme fer parce qu'il y a des théories où ils fabriquent des... Et alors, comment... ça se voit, je trouve que ça se voit, voilà. Et alors, parce que justement, il y a ce truc, à un moment, parce que sur le site, tu as fait quelques papiers pour dire quand tu as été attaqué, parce que tu as recensé tel ou tel livre. De Messan, par exemple. Voilà, de Messan. Thierry Messan, c'est le diable en France. On ne peut pas en parler sans être un complotiste, un antisémite. C'est farfelu, c'est assez farfelu. Enfin, là, moi, je dis aux gens, maintenant, il faut faire attention quand on parle de Messan, parce que si on parle de Messan, moi, je n'ai pas peur. Hein, je suis candidat à rien. Je suis candidat à rien, donc on ne peut rien me prendre de ce point de vue. Je ne suis pas candidat à une élection. Je ne gagne pas d'argent avec ça, je me ruine. Donc je fais ce qui me semble juste et bon pour le bien commun. Il me semble que Thierry Messan, quand j'écoute Thierry Messan, ça me semble être une parole dissidente, anti-guerre, très utile. Très utile. Utile, je pense qu'il se trompe de temps en temps comme tout le monde. Moi, je me trompe de temps en temps. Tout le monde se trompe de temps en temps. Celui qui prétend qu'il ne se trompe pas, celui qui essaie de ridiculiser quelqu'un d'autre qui s'est trompé, il est bien prétentieux, il est bien présomptueux, c'est un charlatan. Tout le monde se trompe. L'important, c'est de ne pas persévérer dans l'erreur, c'est de chercher les endroits où on se trompe pour se tromper le moins possible. Et je pense que quand j'essaye de comprendre pourquoi on fait la guerre à la Libye ou à la Syrie, le point de vue de Messan qui me dit « nous n'avons rien à foutre en Libye ou en Syrie », on n'a rien à y faire du tout. Ce sont les intérêts d'autres pays que d'aller faire la guerre à la Syrie, à la Libye. Objectivement, factuellement, ce qu'il dit est censé
c'est pas déraisonnable. Ouais. C'est documenté et c'est raisonnable, c'est logique. Donc on me dit, et violemment, on me dit avec on fait des procès en discrédit. On me dit, ce que dit Chouard, ça ne vaut plus rien. Rendez-vous compte, il considère Messant comme quelqu'un d'intéressant. Ok, laissez tomber Chouard, c'est absurde comme raisonnement. Écoutez Messant, vous verrez qu'il n'y a pas un mot... Enfin, maintenant, je suis prévenu que Messant est considéré comme un diable, donc j'ai vraiment l'oreille bien tendue. Il n'y a pas un mot qui prête le flanc à une critique sévère et grave. De temps en temps, je me dis, tiens, il y a peut-être un biais là, il a une interprétation qui est peut-être pas... On pourrait en faire une autre. Sur quel point, par exemple? Quand il dit ils font ceci pour cette raison, ou ils font ceci pour cette raison, on n'est pas sûr des raisons pour lesquelles font... Quand tu fais un procès d'intention, il y a un gros risque d'erreur. On est obligé d'en faire de temps en temps parce que ça crève les yeux quand tu vois ce que font les banquiers. Ils ne le font pas pour l'intérêt général, ils le font pour se goinfrer, continuer à se goinfrer. Et là, quand tu dis ils le font pour ça, tu fais un procès d'intention. Procès d'intention, on peut se tromper. Ça n'interdit pas de faire des procès d'intention, simplement il faut savoir qu'on peut se tromper. Et donc quand Thierry Messant dit ils le font pour faire tel et tel, il faut faire attention. C'est une thèse, il faut écouter la thèse de l'autre côté et puis comparer les points de vue. Mais donc comme Thierry Messant devient un filtre pour disqualifier quiconque pourrait dire... ne pas complètement... Un marqueur pour dire... Voilà. Mais est-ce que toi, tu as ce genre de marqueur aussi? Est-ce que tu ne penses pas en avoir aussi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui défendraient... À partir du moment où quelqu'un serait capable de défendre quelqu'un d'autre, qui serait pour moi un affreux, ça deviendrait un affreux? Je ne crois pas. Est-ce que tu as... ça m'intéresse, si tu en as, ça m'intéresse. Non, mais je ne sais pas, dans ta bibliothèque, est-ce que ça t'arrive des gens avec lesquels tu n'es pas... Mais plein. Ouais. Quand je lis Joseph de Maistre, ou quand je lis François Furet, ou quand je lis... C'est affreux. Et pourquoi tu le lis? Ah, mais c'est vachement important. Ouais. Ah oui, non, c'est très, très, très important. Oui, bien sûr, je l'ai dit. Je lis Figaro. Le Figaro, je veux dire, il y a des gens qui me hérissent le poil dans le Figaro. Je trouve ça absolument pas juste ce qu'ils écrivent. Mais si tu veux, j'essaie de me mettre à leur place en me disant, ce gars-là est de bonne foi. Voilà. Et ça aide à comprendre ce qu'il dit. C'est-à-dire que ce gars-là est de bonne foi, il croit ce qu'il dit. Par exemple, les historiens qui étaient communistes et qui sont devenus anticommunistes, comme Furet. Si tu te dis, c'est un salaud qui a la solde de la CIA, c'est vrai d'ailleurs qu'il a reçu de l'argent de la CIA, je crois, au moment de l'anniversaire de la Révolution française, le bicentenaire, il a reçu, je ne sais plus combien de centaines de milliers de dollars pour écrire son pamphlet qui sert à ce que nous n'ayons plus envie de faire la Révolution. C'est quand même redoutable. Mais indépendamment de ça, je lis Furet en me disant, ce gars-là a été communiste, et maintenant, il a compris que c'était pas bien et que c'était dangereux. Et il nous fait la leçon inverse après avoir compris. Pensons qu'il est de bonne foi. Et lisons-le en pensant qu'il est de bonne foi. C'est intéressant ce qu'il écrit. Simplement, manifestement, il avait un biais, maintenant il en a un autre. Quoi. Il en a un qui est il ne faut plus jamais faire la révolution. Ça m'insupporte, quoi. Ça m'insupporte parce que la révolution, il faudrait la faire, quoi. Je pense. Enfin, le sort des. Je suis comme Orwell, quoi. Le sort des victimes. Des victimes du moment. Alors, je sais que la victime, quand elle devient riche, elle devient un bourreau. Donc, c'est la victime du moment. Et le bourreau, si on l'appauvrit et on le met dans un camp, il va devenir une victime et il va devenir solidaire, il va devenir. Alors que c'était un salaud, Donc, je ne les naturalise pas. C'est-à-dire, un tel n'est pas un salaud parce qu'il est le diable. Pas du tout, du tout. Il a trop d'argent. Il a trop d'argent, il est malade, il faut le soigner. Voilà. Et de bonnes institutions devraient limiter le revenu et le patrimoine. De bonnes institutions. Alors, je ne pense pas qu'on soit assez mûr déjà pour massivement être d'accord avec ça. Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire « Oh non, 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 ils sont matérialistes, ils voudraient être le plus riche possible. » Sans se rendre compte que c'est ça qui les met aux travaux forcés. C'est parce qu'ils sont prêts à à ce qu'il n'y ait pas de revenu maximum, à ce qu'il n'y ait pas de propriété maximum, qu'ils vont être aux travaux forcés toute leur vie pour le riche et qu'eux ne sont jamais riches. Mais je ne désespère pas qu'un jour, les humains vont avoir la conscience nécessaire pour comprendre que l'argent et le pouvoir rendent les gens dingues. Donc il faut qu'ils aient peu de pouvoir, il faut que personne ait beaucoup de pouvoir longtemps, il faut que les gens aient peu de pouvoir, jamais 2 fois de suite,
Et un peu d'argent quand même. Et un peu d'argent, et il faut que le revenu de base, il y a un film allemand qui s'appelle Le revenu de base, il faut regarder ce truc-là, je l'ai vu 3 fois, c'est remarquable. Et tu l'as trouvé Ça où? écluse pas tout le sujet sur Internet. Le revenu de base, c'est en allemand, sous-titré en français. Ça s'écoute, hein, ça peut s'écouter en voiture, parce que les images ne sont pas très importantes. Ce qui est important, c'est ce qui est dit, de façon très posée, très rationnelle. Le revenu de base et la TVA comme... Bon, TVA qui passe à 50%, hein. Donc on supprime tous les impôts, on remplace tous les impôts par la TVA à 50%. Ouais, impôt injuste, oui, on sait bien que la TVA est injuste, mais si on compense cette injustice par le revenu de base, la TVA devient c'est-à-dire le revenu universel. Un revenu universel et inconditionnel et à vie. Voir le travail de Frio, dès qu'on voir le atteint travail 18 ans, on a... Les enfants, tout le monde, toute sa vie. Les enfants aussi. Toute sa vie. 18 ans aussi. Oui, enfin, il y a des variantes. Hein, Ouais, donc. Mais l'idée d'assurer à tout le monde, comme aux retraités, un revenu inconditionnel et à vie, va libérer les hommes du fléau des riches. Les libérer, c'est... Du rapport salarial et du rapport salarial et de la terreur qui règne dans l'entreprise. Les gens ne cherchent pas un boulot, ils cherchent un revenu. C'est quoi un travail pour lequel il faut se faire motiver? Sans doute pas le travail que l'on fait pour soi-même. Pour celui-là, on se motive tout seul. Les sales boulots, comme on dit, ne sont pas forcément sales en soi, mais plutôt à cause de la sale idée que l'on s'en fait, de leur faible rémunération et des mauvaises conditions de travail. Il s'agit souvent de nettoyer la saleté des autres. Au bout du compte, qui est-ce qui salit ce travail? Avec un revenu de base, on peut refuser. Mais à ce moment-là, qui fera les sales boulots? Il y a 3 possibilités. Je m'imagine une caissière de supermarché. Elle ne prend certainement pas plaisir à son travail. Si elle avait un revenu de base, est-ce qu'elle irait encore travailler? Posons la question à cette caissière. Oui, personnellement, je n'arrêterai pas de travailler. Parce que je ne peux pas imaginer que je reste à la maison sans rien faire. Pas vraiment un métier de rêve? Évidemment, on pense toujours au travail à la caisse. Mais on a affaire avec un tas de gens et tout dépend de comment on se sent soi-même. Personnellement, je suis quelqu'un de très ouvert. Je n'ai pas de problème et au fond, je me trouve très bien ici. Dans un sens, ça ne changerait pas grand-chose. Je ne supporterais pas de ne pas travailler. Je m'ennuierais trop. Donc le problème avec Internet, c'est qu'on a le choix quand on rentre du travail, aller sur Internet, entre aller sur réseau.net par exemple, où il y a une sélection d'articles intéressants, et de grande qualité généralement, et aller voir les vidéos de petits chats sur YouTube. Donc, mais sur YouTube, il n'y a pas que les petits chats et oui, les conférences du mais on a le choix, on est d'accord, on a le choix. Hein. Moi, j'ai le choix. Je suis libre chez moi d'aller regarder les petits chats ou d'aller regarder le plan C ou le blog de Lordon ou des trucs comme ça. Et il se trouve qu'avec cette liberté formidable qu'offre Internet, cette liberté de choisir, il se trouve qu'une majorité de gens vont quand même voir les petits chats. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pour l'instant, on a une concurrence redoutable et malveillante. C'est la télévision. C'est-à-dire que la télévision, non pas à cause des petits soldats de la télévision qui font ce qu'ils peuvent pour gagner leur vie, mais je pense aux pontes, hein, aux grands chefs, les grands chefs des grandes chaînes et des grands journaux. Mais la télévision, j'hésite pour faire attention aux mots, hein, mais je pense qu'elle est devenue un outil central d'un projet de domination. C'est-à-dire qu'elle sert. En même temps, les gens, on la regarde moins. Alors, on la regarde encore à des millions. C'est encore des dizaines mais de ça millions. Va enfin, pas le nombre d'heures passées devant la télé, mais le nombre de téléspectateurs qui regardent un truc en même temps. Donc. Ça reste. Maya, ça reste des millions et des millions. La concurrence est terrible. Je veux dire, si nous avions à la télévision un relais qui nous conduise à
nous informer différemment, on le ferait beaucoup plus. Le problème, c'est que la télévision, elle distrait les gens, elle leur fait rater l'essentiel. Et je pense que c'est volontaire. Quand je dis volontaire, je sais bien que c'est un procès d'intention, puisque je dis ils ont la volonté il y a quelqu'un qui a la volonté et le pouvoir de le faire. C'est un procès d'intention, c'est complotiste. Mais les petits chats, personne n'a enfin... Qu'est-ce que tu veux dire avec les petits chats? Tu veux dire que les gens sont naturellement portés à la facilité, à regarder les petits chats plutôt que le film allemand sur... Que sur le revenu de base. Voilà. Oui. Tant que tout va bien. Non, ça va mal. Mais non, ça va bien, là, les gens n'ont pas encore perdu. Non, sur Facebook, il y a beaucoup de chômeurs. Hein. Les gens qui sont au chômage, à mon avis, sont plus politisés que les autres. Et puis même au chômage, on est encore relativement bien. On a des indemnités. C'est indécent de dire ça, mais il ne faut pas le prendre en mauvaise part. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas encore en survie, quoi. Mais le problème, c'est que quand on va être en survie, il sera trop tard pour résister. Il faut qu'on résiste. Écoute, moi, j'ai pas de réponse à ton objection. Elle est réelle. C'est vrai que, mais c'est déjà Athènes. Hein, déjà Athènes, Platon, Aristote se plaignaient de la passivité des citoyens. Pourtant, ils étaient drôlement plus actifs que nous. Hein. Ils les trouvaient déjà passifs. Donc, c'est une vieille affaire. Mais nous n'avons pas besoin que tous les citoyens soient actifs. Pas du tout. On n'a pas besoin de ça. D'une élite ? Non. L'élite, on verra si elle se forme ou elle ne se forme pas. Nous avons besoin de bonnes institutions. On a besoin d'un minimum de politisation des citoyens. Un minimum pour que les citoyens s'occupent au moins de leur constitution. Le reste, ce n'est pas nécessaire. Mais il y a un aspect de la politique, et ça, on peut se passer le mot entre nous. Enfin, ce que je vois, la contagion que je vis là depuis 1 an sur mes conférences me montre que ça passe très bien. Ça, les gens comprennent très vite. Les élus ne comprennent pas, bizarrement. Les hommes de parti, les gens qui sont dans un parti ou dans un autre parti ne comprennent pas. Ils me contredisent, ils tergiversent. Mais les gens normaux, ceux qui ne cherchent pas le pouvoir, qui veulent comprendre comment ça marche et qui voudraient bien que ça marche mieux, les gens normaux, ils comprennent très bien ce que je dis. Quand je dis, on devrait non pas faire de la politique tous les jours comme des militants, faire un petit peu de politique pour comprendre ce que c'est qu'une constitution et la défendre. Savoir quelle est notre constitution, savoir quelle elle devrait être, et une fois qu'elle l'est, la défendre. C'est-à-dire que dès qu'il y a un oligarque, il faut qu'on s'en débarrasse. On l'écarte. On n'est pas obligé de le tuer, mais on l'écarte. On s'en débarrasse. Non, mais on fait comme on veut, mais on s'en débarrasse. Les Athéniens étaient des globules blancs. Enfin, il y avait plein d'Athéniens qui étaient suffisamment actifs pour être des globules blancs. Quand il y avait un oligarque, ils le zigouillaient. Donc, ils se débarrassaient des voleurs de pouvoir, au fur et à mesure. Les vidéos sur Internet qui décrivent ça, elles sont virales, elles changent tout. Les gens, enfin, elles changent tout. Tu regardes les gens combien changent. t'as de vues Attends, la vidéo de la conférence à Genève, avec Mireille Zaki, qui est une femme que j'ai découverte là, une super nana, une fille, une pêche, sympa, compétente, vraiment une fille bien. On a des vrais désaccords sur Keynes, par exemple. Je pense qu'elle se trompe sur Keynes, mais on s'en fout, enfin on discute, quoi. Mais on a eu une conférence à Genève en décembre. Elle a commencé à parler une demi-heure, puis ensuite moi j'ai parlé, je crois, 1 heure, 3 quarts, je ne sais plus. Et puis c'était très interactif, c'était très complémentaire. Elle parlait de la crise financière et moi je parlais de ma solution. Je ne vois pas de solution sans le tirage au sort en politique. Et cette vidéo-là, elle dure 2h30. C'est pas les clips de 5 minutes là. 2h30, elle est en train d'arriver à 600 000. 600 000 vues. Attends, ça fait une sacrée conférence, ça, 600 000 vues. Est-ce qu'on sait si les 600 000 ils ont regardé 2h30 Je ne sais pas s'ils ont regardé tout, puis il y en a peut-être qui ont regardé. Il y en a plusieurs qui m'écrivent en disant qu'ils l'ont regardé plusieurs fois. On s'en fout. Je veux dire, c'est beaucoup de vues. C'est un outil, ça. Et des gens m'écrivent, je reçois plein de mails sur cette conférence, des gens qui me disent, elle me transforme. Et ils vont lire les bouquins, et ça a déclenché un truc. Mais juste pour la mise en forme, est-ce que tu ne penses pas que ça serait plus efficace? Parce que quand on va sur ton site, c'est très... C'est le bordel, il y a trop de trucs, il y a énormément de choses. Enfin, ça a déjà beaucoup rangé. C'est déjà un travail de titan
que ce soit pas plus le bordel que ça. Je range tout le temps, j'arrête pas. Mais ça peut être un peu... c'est contre-productif. Ouais. Ah oui, c'est dissuasif. Des gens qui arrivent, qui disent il y en a trop. Mais il y a un gars qui a fait, il y a un virus, un jeune homme. Oui, quand tu parles de virus, c'est des gens. Oui, c'est des gens. Parce que je prends l'image du virus parce qu'un jour en conférence, je cherchais une image et je disais, on est un corps social avec une espèce de monstre à qui il faudrait coller la craie. En fait, quelque chose qui est tellement monstrueux comme une mafia, un truc énorme qui concentre tous les pouvoirs. Et nous, qu'est-ce qu'on n'a rien du tout? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, regardez, un très gros animal, très puissant. Vous prenez le lion, le diplodocus, un énorme animal, le tyrannosaure, un truc qui ne craint rien, qui n'a pas de prédateur. S'il attrape un virus, un tout petit truc, qui va l'attraper malade, il va crever. Il va crever ou il va tomber très malade, ça va l'affaiblir. Eh bien, il nous faudrait mettre au point la bonne idée astucieuse qui est toute simple, qui se reproduit toute seule et qui prend le truc là où ça fait mal, là où ça... Le booster des riches, c'est l'élection. Et en lui privant de son booster, en disant « Nous, on veut le tirage au sort, on ne veut plus l'élection parce que 200 ans de tirage au sort, ça donnait le pouvoir aux pauvres, c'est ça qu'on veut. » Et je dis, devenons des virus, transmettons cette idée simple, et il faut que... Il n'y a plus besoin de choix. Il n'y a plus besoin de choix. Il faut que, même si on tue choix, il faut que ça continue à marcher tout seul. Mais t'expliquais qu'il y avait un virus, il y a quelqu'un qui s'est amusé à résumer tout tes... Alors voilà, il y a un virus qui semble rien me dire. Il a eu la même impression que toi, puis il y en a plein qui m'écrivent, qui me disent « Attends, c'est passionnant votre truc, mais il y en a trop, ça fout le vertige, on ne sait plus par où commencer. Pourtant, j'ai fait des résumés, j'ai fait des best-of, j'ai fait des catégories, je fais tout ce que je peux, mais le problème, c'est que je travaille beaucoup, donc il y a vraiment beaucoup de choses sur le site. Et il y a un problème de volume, il y a beaucoup de choses à organiser. Et on va arriver à progresser. Il y en a déjà qui sont en train de bosser sur une deuxième version du site, donc ils vont beaucoup m'aider, je pense. La version actuelle, c'est déjà quelqu'un qui habite à Nice, qui m'a proposé un cadre vide mieux organisé, plus joli, et que j'ai rempli ensuite. Et c'est déjà mieux qu'avant. Je ne sais pas si tu te souviens, quand on s'est connus, c'était quand même sacrément cromagnonesque. Hein. Bon, et ben là, il y en a un nouveau qui a fait un nouveau truc, et il a créé un site qu'il a appelé Le Message, le-message.org. Il m'a rien dit, il me l'a dit après. Et il a mis dessus... Il a dit, attends, Chouard, il y a trop de trucs, je vais prendre ce qui, moi, m'a touché et qui compte. Et il a fait 5 phrases, mais des phrases de, même pas 2 lignes, 5 phrases d'une ligne, même pas une demi-ligne, pour résumer le raisonnement. Nous avons besoin d'une constitution, notre constitution n'en est pas une, ceux qui écrivent la constitution ne devraient pas être des gens qui sont jugés partis, et donc il nous faut une constitution tirée au sort. Vous voulez en savoir plus, vous cliquez sur chacune des phrases, et vous avez un petit paragraphe, un petit peu plus. Et sur chacune des idées. Et vous voulez en savoir un petit peu plus, vous avez une page avec des vidéos. C'est bien organisé, c'est light, c'est 0% de matière grasse. Putain, il a fait un boulot, c'est vachement bien, il m'aide énormément ce gars-là. Et il s'est pointé un jour sur le forum en me disant, je ne sais pas si ça peut servir, mais j'ai fait un truc, ça s'appelle Le Message. Je tombe là-dessus, je dis, putain, mais c'est vachement bien. Putain, c'est bien ce qu'il avait fait. Mais voilà, mais il m'aide beaucoup déjà. Je l'ai mis sur mon site, son apparence actuelle, c'est ça là pour l'instant. Et j'ai mis un lien vers le message, parce que moi je le signale quand même, dans les résumés. Pour moi, le meilleur résumé, c'est celui-là. Après ça, il y a des résumés en vidéo et en audio. Mais le message, c'est un très bon résumé. Et puis tu vois, j'ai mis aussi en tête, j'ai mis des choses qui permettent d'aller dans les grandes parties. Avant, il n'y avait que les menus, mais là, je peux aller directement sur la page du tirage au sort, la page sur la monnaie, la page qui met toutes les vidéos que j'ai et qui sont finalement des résumés de mon travail est là. Et puis la partie des traductions, c'est incroyable. Sur les traductions. Il y a des gens qui traduisent. Non mais c'est monstrueux ce qu'ils font. Le travail qu'ils font de traduction, c'est incroyable. En quelle langue? Dans toutes les langues. La vidéo, au mois d'avril, je suis allé faire une vidéo pour TEDx à Paris. Ouais. Et c'est quoi TEDx? TED, c'est un truc un peu comme Arrêt sur image, c'est-à-dire que ça donne la parole sur le net à un bonhomme et ça lui donne vraiment l'infrastructure pour parler avec des caméras. Simplement, c'est beaucoup plus court que sur Arrêt sur image. On leur donne 18 minutes maximum. Mais qui choisit? Et c'est eux qui choisissent. C'est les gens de TEDx, de TED aux États-Unis et qui choisissent. Donc, c'est des gens qui ont quelque chose d'intéressant à dire. Mais c'est absolument passionnant. Il y a des gens qui... C'est une filiale française d'un truc américain. D'un truc américain, voilà. Mais pas que française. Il y en a 4000 dans le monde, je crois, maintenant, des TEDx. C'est-à-dire que ça se multiplie comme des petits pains. C'est-à-dire que les humains se sont emparés
de ce format qui consiste à donner 18 minutes à quelqu'un, 18 minutes maximum, alors que c'est très souvent, c'est pas assez. On peut juste aller voir la page d'accueil de TEDx ou du message de TEDx, de TEDx, parce qu'on est dessus, et puis on ira sur le message le après. TEDx, est-ce que je l'ai mise, je ne sais pas si je l'ai mise sur la... Un lien. Attends, il faut faire, je fais choix TEDx. J'ai mis un lien. Ah oui. Voilà. Je me souviens plus. Mais Ah oui, voilà, mais c'est en audio ça. C'est en audio. Et parce que c'est 25 minutes, c'est la totale, parce que eux, ils ont coupé. Ah oui. Ils ont coupé. Ah oui, c'est ce dont tu me parlais tout à l'heure. Ils ont coupé à 18 minutes, voilà. Ouais. Tu devais faire Et donc, 25 et... cette vidéo-là, D'accord. alors je sais pas combien elle tourne celle-là. Elle tourne moins que celle de Genève. Hein. Mais elle a été traduite en. Elle a été traduite déjà en un paquet de langues. C'est incroyable. C'est incroyable. Regarde, en anglais, en bulgare, en catalan, en espagnol, en français, en italien, en portugais, en roumain, en suédois. C'est quand même incroyable. Ah. T'as 20 minutes de traduction, c'est un boulot quand même. Hein. Ouais. Et donc ça, c'est vachement bien, ça devient un véritable outil. Ok. Donc Et voilà, ça fait un 50 000 et quelques. Ah ben non, 63 898. C'est énorme. Celle de Genève, c'est 10 fois plus, hein, c'est 600 000. 600 000, ouais, c'est vrai. C'est vraiment... celle de Genève, je vais te montrer juste là pour que tu vois ça. C'est celle qui, tu vois, c'est un fond sombre. Ça devrait t'intéresser parce que vraiment, on parle de choses qui intéressent tout le monde. Hein, c'est pas du tout un sujet pour les spécialistes. Celle-là, elle est... Ouais, j'ai commencé à la regarder, mais pareil, moi je suis prise du syndrome... Elle est à 500 000. Syndrome du magasin de chez le marchand de glace, quoi. Il y a trop de trucs, il y a trop de parfums, et j'arrive pas à choisir, alors à la fin, je sors sans rien, soit je prends vanille. Tu vois? Ouais, mais là, c'est pas moi qui peux... Je vais te faire l'article sur ce que je fais moi, donc ça va être à part. Il faut que tu... Non, mais si tu regardes le début, ça va... Puis tu te dis, non, mais je regarde... J'ai regardé le début. Non, c'est super. Mais après, je me suis dit, merde, il faudrait que je regarde encore autre chose, et puis encore autre chose, et puis encore... Mais, alors, le message, c'est cette page-là. Non, ça va s'ouvrir, je ne sais pas si tout marche bien. Tiens, pourquoi c'est comme ça Voilà, ça tient sur une page, voilà. Ça, c'est le niçois qui l'a fait. Alors, c'est pas le niçois. Le niçois, c'est celui qui a fait la page précédente. Ah oui. Là, le message, c'est un... C'est un virus là, qui a fait ça. Alors, tu vois, il y a 5 phrases. 5 petites phrases toutes bêtes. Un constat d'impuissance. La France, est-ce qu'on a une démocratie? L'élection n'est pas la démocratie. Donc, faire le lien avec le tirage au sort. Au corps du problème de notre Constitution. Écrire une meilleure Constitution. Voilà. On part du constat d'impuissance. Nous n'arrivons pas à nous débarrasser de gens que nous considérons comme nuisibles. À chaque fois qu'on voit une injustice, on n'arrive pas à en venir à bout, elle perdure, et elle dure, et elle perdure. Donc ce constat d'impuissance, ensuite, d'où ça vient? C'est vraiment, alors quand tu cliques sur un lien, t'en dis un petit peu plus, tu vois, il détaille un petit peu, mais pas beaucoup. Et puis ensuite, si tu veux en savoir plus, tu as des liens vers des vidéos ou vers des liens pour approfondir avec... mais c'est très chouardesque, hein. Mais ça organise le truc. Et puis ça, moi, je trouve ça vachement bien fait. Tu continues à avoir le plan sur la gauche pendant que tu avances. Partie par partie, tu continues à avoir le plan. Puis c'est light, quoi. Hein, y a pas... Le problème de mon site, c'est que, comme c'est mon objet, quoi. C'est ce sur lequel je mets tout mon travail. Et comme mon travail, il est encyclopédique et que je me préoccupe de philosophie, d'histoire, de politique, de sociologie, d'économie, de droit. Oui, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens, ça fait beaucoup de choses. Et alors là, il y a... Où est-ce qu'il est, Guillaumin? Voilà. Alors d'où il ça, sort, c'est la lui partie blog. Alors, tu peux aller sur cette page-là. D'accord, donc ça, c'est nouveau. Tu as regroupé toutes les vidéos de cet historien qui s'appelle Henri Guillemin. Qui est quelqu'un de très, très, très important. Et qui est un espèce de... Comment il s'appelait, le monsieur qui faisait... Decaux. Qui faisait ça, voilà, à la télé. Mais c'est mieux que Decaux, parce que c'est politique et c'est vraiment orienté... Il fait des conférences, juste pour expliquer, il fait des conférences sur différents épisodes historiques. Sur les 200 ans du gouvernement représentatif, sur la période des 200 ans qui, justement, m'intéresse. Et en fait, ce gars-là, il était
critique littéraire. Et à l'occasion de ces lectures, il a été conduit à travailler sur le contexte. Et le contexte dont il s'est aperçu que très souvent c'était un contexte politique. Et c'est devenu donc un historien, un archiviste, quelqu'un qui, comme Annie Lacroix-Riz, bosse sur les archives. Donc il va chercher les petits papiers, il va chercher quand il étudie Benjamin Constant, il étudie la vie de Benjamin Constant. Quand il va voir Lamartine, il va travailler la vie de Lamartine. Quand il va voir Rousseau, il va voir la vie de Rousseau. Quand il travaille sur Voltaire, il va voir la vie de Voltaire, la vraie vie de Voltaire, pas le mythe de Voltaire, la vraie vie de Voltaire. Et c'est quelqu'un qui est... c'est une cascade de superlatifs. Je suis amoureux de ce gars-là, donc vraiment, c'est enthousiasmant. C'est quelqu'un qui est honnête, qui est gentil comme tout, qui est honnête, qui est travailleur, qui est d'une compétence, mais c'est incroyable ce qu'il a travaillé, il sait ce qu'il dit, il le sait dans les plus fins détails, et il est honnête, il est loyal, tout ce qu'il sait, y compris ce qui le gêne, il le dit parce qu'il faut le dire. Et c'est remarquable, il a une façon d'expliquer. Alors, on a de la chance, on a des vidéos. Donc, qui sont regroupées sur le site de la RTS, mais c'est un peu en vrac, c'est difficile à trouver sur la RTS. Et puis il en manque, il y en a d'autres, il y a d'autres sources que sur la RTS. Juste pour tu veux juste en lancer une pour qu'on voit. Faut mettre du son. Howard Zinn, à connaître absolument. Un historien populaire, quelqu'un qui écrit l'histoire des vaincus. L'histoire d'habitude est écrite par les vainqueurs. Et les vainqueurs calomnient les vaincus. Les vainqueurs, partout dans le monde, à toutes les époques, depuis César, il n'y a pas d'exception. Les vainqueurs racontent les pires horreurs sur les vaincus. Et les vaincus se retrouvent sans histoire, ou avec une histoire déformée. Partout, tout le temps. Et c'est très important, donc, d'avoir après, pendant le temps immédiat, justement, juste après la guerre, on n'arrive pas à avoir ces contre-historiens. Les historiens officiels prennent toute la place. Mais très vite, des citoyens, des chercheurs désintéressés essayent de comprendre la vérité, de dépasser l'histoire officielle. Et ces historiens, ces contre-historiens, ces historiens qui contredisent l'histoire officielle sont essentiels, absolument essentiels. Si on laisse l'histoire écrite, si on la laisse écrire par les vainqueurs, on va se faire berner avec des histoires pour enfants. Donc c'est très important d'avoir ces historiens. Et juste lui, tu l'as trouvé comment? Alors, quelqu'un sur Facebook m'a signalé, on parlait de monnaie, et m'a signalé un extrait d'une de ses vidéos qui avait été publiée sur Dailymotion et qui parlait de la Banque de France et de la création de la Banque de France par Napoléon. Napoléon a été financé par, aidé par, a été rendu possible par, n'a dû tout son pouvoir que grâce à une bande de financiers qui ont donc financé, voulu Napoléon, pour qu'il leur donne la Banque de France, la banque dite de France. Putain. Et quand, c'est quand même vraiment important ça, et quand Guillemin l'explique, c'est lumineux, c'est parfait, alors moi je savais déjà ça, hein, parce mais il le dit d'une façon qui est remarquable. Il le dit d'une façon qui est remarquable. Et donc, en voyant ce gars-là le dire comme ça, je me suis dit, mais attends, mais c'est bien ce qu'il fait ce gars-là, c'est quoi, je ne connaissais pas du tout ce bonhomme. Et donc j'ai cherché Guillemin et je tombe sur la RTS, donc le site de radio-télévision suisse, et je tombe sur cette mine, mais une caverne d'Ali Baba, mais qui recèle de trésors absolus. Alors j'ai tout capturé, j'ai tout enregistré, et je me suis mis ça sur mon téléphone, et après ça, pendant des mois, j'ai écouté ça, mais donc il y en a... J'en ai capturé 130, il y en a à peu près des conférences d'une demi-heure chacune, et que je les ai toutes écoutées 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois, quelquefois. Je les réécoute et à chaque fois c'est meilleur, c'est super important, c'est extrêmement important ce que dit ce gars-là. À l'école, on devrait écouter Guillemin. Voilà. Il nous parle de la vraie histoire, l'histoire qui compte, l'histoire de la Commune de Paris, de la vraie histoire de la Commune de Paris. Et pas de la fausse histoire. Quand je pense que Thiers, cet enfoiré de Thiers, a des statues, des rues, des lycées, c'est une crapule, c'est un assassin, c'est un épouvantable bonhomme. Et alors, Guillemin l'explique d'une façon qui
qui est émouvante, qui est attachante, qui, alors à force de l'écouter, on s'habitue à ces grimaces qu'il fait quand il parle de quelque chose d'important. Il a des grimaces très très fugitives parce que, et en fait, il est complètement passionné par son truc et il est passionné par le bien commun. Et c'est pas un marxiste, c'est un chrétien. C'est différent. Ça n'a jamais été, ça a jamais été diffusé à la télé française, ça. Si, je crois. Enfin, ah ouais, je crois que c'était à la télé française parce qu'il y a plein de Français qui regardaient ça à l'époque. d'accord. Donc ça devait être relayé à la télé française. Ok. Moi, j'ai complètement raté ça. Je l'ai pas vu du tout. Je crois. C'était entre quelle année et quelle année? Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble c'était dans les années 70-80. Le sillon, le mouvement du sillon. Ouais. Ah, c'est vraiment. Alors après ça, j'ai écouté toutes ces conférences comme j'écoute toutes les conférences de Michel Onfray. Hein. Chaque conférence de Michel Onfray, pour moi, c'est un travail. Donc ça dure 1 heure, mais c'est beaucoup de lecture ensuite. Pardon, du coup, Onfray. Mais ce que Onfray dit sur Robespierre. C'est idiot. Ah, c'est d'accord. idiot ce que dit. Alors, Mais attention, alors, je sais pas. Comment je moi, rentre pas fais dans. le tri Eh bien, écoute, non. Pour faire le tri, Ouais. il ne faut pas croire ce que dit l'un ou l'autre, il faut les écouter. Mais Mélenchon nous dit des choses très précises sur la Révolution française, c'est-à-dire qu'il ne trompe personne. Pour qui veut savoir, il nous fait franchement référence à Robespierre et Saint-Just. On peut choisir qui on veut dans la Révolution française. On pourrait même choisir une lecture de Tocqueville. Il fait une lecture qui est celle de Soboul, de Mathiez et du Parti communiste. Et c'est pas étonnant qu'on voit un drapeau de l'Union soviétique. La lecture que Mélenchon fait est la lecture communiste de la Révolution française. C'est clair. C'est Robespierre et c'est Saint-Just. C'est-à-dire la terreur. Il est le candidat du Parti communiste, entre autres, pas oui, seulement. Ceci dit, mais on aussi pourrait du Parti imaginer que des années après, le Parti communiste ait pensé que peut-être il fallait faire une espèce de lecture particulière à la lueur de ce qu'ont été l'Union soviétique, les pays de l'Est, la Révolution française, la terreur et les travaux de M. Tullard, qui nous permettent de savoir un peu comment la Révolution française se termine, se continue, etc. Et il me semblait qu'on pouvait aujourd'hui faire une autre lecture que la lecture des années 50 de Mathiez, Soboul et les communistes. C'est pas rien, Robespierre, quand même. C'est la terreur. Alors on a d'un côté une espèce de théoricien qui est célébré par Badiou, par Zizek, parce que c'est l'intellectuel. Et il fait l'éloge de la vertu, il fait l'éloge de la pureté, il nous fait une grande lecture de Rousseau. Et puis il laisse Carrier, des gens comme ça, massacrés. 5000 morts en 100 jours, Carrier, en tuant des gens simplement parce qu'il y a des hommes, des femmes enceintes, des enfants, etc. C'est quand même ça la terreur républicaine. C'est-à-dire que quand on est président de la République, quand on veut être président de la République, quand on a une licence de philosophie comme Mélenchon, quand on connaît l'histoire, quand on se réclame de la Révolution française, si on choisit Robespierre et si on choisit Saint-Just, et pas Condorcet, on pouvait choisir Condorcet. On pouvait choisir Varlet, par exemple, parmi les enragés. On pouvait vraiment prélever dans la Révolution française des individus qui signifient quelque chose sur l'avenir qu'on propose à la France. Il a choisi la terreur, c'est-à-dire le pire dans la Révolution française. On pouvait très bien, mais là je parle sous le contrôle de Jean Tullard, j'ai un peu peur, mais je veux dire, on pouvait très bien préférer autre chose à la Révolution française que la terreur. L'idée qu'aujourd'hui des Zizek et des Badiou nous expliquent que la terreur était nécessaire parce qu'il y avait la guerre à nos frontières, parce que c'était nécessaire pour sauver la Révolution, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas quand on massacre tout le monde qu'on règle des problèmes comme ça. Et puis, c'est très important, il faut lire Robespierre. Moi, à 50 ans, pas 50 ans, 40... Quand est-ce que j'ai découvert Robespierre? 45, 47, quelque chose, 45, disons 50 ans. À 50 ans, j'avais un avis sur Robespierre, comme j'avais un avis sur les anarchistes, alors que j'avais jamais lu un anarchiste et j'avais jamais lu une ligne de Robespierre. Et pourtant, j'avais un avis. Quel crétin. On est tous comme ça. Hein. On a une avis, on a Robespierre, c'est un fleuve de sang. Attends. Robespierre, de son vivant, était accusé par les Girondins, c'est-à-dire les riches, les voltairiens, les salauds. Il était accusé, calomnié par ceux contre qui il se battait. Robespierre se battait pour les pauvres et les riches le détestaient pour ça. Guillemin nous donne des citations lumineuses, très importantes pour comprendre que les riches avaient parfaitement identifié Robespierre comme l'ennemi des riches et l'ami des pauvres, et c'est pour ça qu'ils se battaient contre lui. La morale de Voltaire, celui qu'on nous présente comme un parangon de vertu, le modèle absolu de la tolérance, de la raison, un salopard. Enfin,
c'était aussi un philosophe intéressant, mais c'était une crapule de riche qui voulait se débarrasser de la religion pour lui, pour s'en émanciper et pouvoir faire ce qu'il voulait, et puis qui par contre défendait la religion pour les pauvres. Il disait, il est bon de faire à croire aux pauvres qu'il y a un paradis et un enfer, qui croient au diable, pour que le pauvre ne vienne pas me voler mon blé et boire mon vin. C'est ça qui l'intéressait. Donc c'est absolument... Et puis c'était un négrier, quelqu'un qui... Enfin bon. Le procès de Voltaire, il est chargé. Mais en tout cas, la morale de Voltaire, la morale des Lumières, qu'on nous présente comme l'alpha et l'oméga de la raison et de la liberté et de la tolérance, c'était un pays bien gouverné. Alors, c'est pas exactement, Marion Sigaud a trouvé le terme exact, il faut que je le retrouve aussi. Je crois que c'est une nation bien organisée, est celle où le petit nombre fait travailler, il faut la prendre par cœur, ça elle est formidable, hein, fait travailler le grand nombre. Une société bien organisée, hein, pour Voltaire, où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. Hein, c'est bien ramassé, il y a toute la saloperie du gouvernement représentatif où les riches condamnent les pauvres aux travaux forcés à leur profit pour pouvoir rien foutre. C'est Voltaire. Donc, le fait que... Alors, si tu veux, pour départager, quand j'écoute Onfray, Michel, qui est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, moi, hein, je veux dire. Mais tout le monde peut se tromper, quoi. Hein, je veux dire, tout le monde peut se tromper. Mais là, Michel Onfray. Beaucoup, hein, mais oui, mais non, mais Michel... Hein. Non, mais c'est pas grave. C'est pas parce que quelqu'un se trompe beaucoup qu'il se trompe tout le temps. Et c'est pas parce qu'il se trompe avec obstination qu'il faut le vouer aux gémonies. Onfray est quelqu'un d'intelligent, de supérieurement intelligent, un grand travailleur, quelqu'un qui travaille énormément. Et ce qu'il me fait gagner comme temps en repérant dans les perdants, ceux qui ont perdu dans l'histoire de la philosophie, et qu'on ne recopie pas, quand il me parle de Démocrite ou d'Épicure, qui sont très peu recopiés. On recopie Platon, on recopie Aristote, mais on ne recopie pas Épicure. Quand Michel me fait ressortir l'importance de Démocrite comme pendant libérateur, émancipateur de Platon, c'est essentiel. Ça excuse ce qu'il peut dire sur Robespierre. Évidemment, il va se tromper. Alors, je pense qu'il se trompe par exemple sur la démocratie. On en a parlé assez longuement tous les deux. Je n'arrive pas encore à le convaincre parce qu'on ne passe pas assez de temps ensemble, mais j'essaye de lui rendre sensible que le fait que les démocrates, à Athènes, le fait qu'ils aient eu des esclaves, le fait que je sais ça, et c'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas ça que je cherche à reproduire, le fait qu'ils aient mis les femmes à l'écart, je sais ça, et c'est évidemment pas ça que je cherche à reproduire. Ces faits-là ne sont pas, le fait que les étrangers n'avaient pas de droit politique, ces trois faits qui sont évidemment plus que critiquables, qui sont inacceptables aujourd'hui avec nos valeurs d'aujourd'hui, évidemment, ça ne doit pas nous amener à disqualifier la démocratie. Et qu'il y a un germe, comme dit Castoriadis, un germe dans la démocratie qui est le tirage au sort, qui donne le pouvoir aux pauvres, qui permet au peuple de diriger lui-même ses propres affaires. Putain, c'est important ça. Michel, il n'arrive pas à entendre ça, il continue à dire que la démocratie athénienne, c'était une oligarchie de militaires, de soldats, et qu'il y avait des esclaves, et qui avait mis de côté la moitié. Tiens, personne ne parle d'Athènes comme d'un modèle, il ne s'agit pas de reprendre... Putain, on n'est pas idiots, on ne veut pas reprendre la totalité d'Athènes. Aujourd'hui, c'est pas ça qui nous... Ce qui nous intéresse, c'est qu'à Athènes, ils ont réussi à pratiquer le tirage au sort pendant 200 ans, avec une société qui n'a jamais été... Jamais dans l'histoire des hommes, les humains n'ont été aussi politisés qu'à cette époque où il y a eu le tirage au sort. Qui les ont affranchis des valeurs de pouvoir. C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pourrions, en récupérant cette idée du tirage au sort, pour affaiblir nos représentants, pour que nous puissions, le peuple, nous, la multitude, avoir enfin le pouvoir politique, parce que nous avons trouvé la procédure qui affaiblit, qui limite le pouvoir de nos représentants. C'est quand même sauvable, cette idée-là. Donc, je ne désespère pas que Michel le comprenne un jour, parce qu'on va avoir le temps d'en parler. Et le fait qu'aujourd'hui, il salisse la démocratie athénienne en la calomniant comme tout le monde fait, parce que je pense simplement parce qu'il n'a pas... Je dis ça très affectueusement, parce qu'il n'a pas assez réfléchi à la question, parce que je pense que j'ai raison et qu'il se trompe. Et voilà, c'est peut-être moi qui me trompe, et la discussion permettra de le savoir. Mais le fait qu'ils disent tant de mal de Robespierre, qu'ils disent du mal de Marat, qu'ils défendent, comment elle s'appelle, Charlotte Corday. J'ai lu son petit essai sur Charlotte Corday. Merde, pourquoi il fait ça? Bon, c'est déconnant. Enfin, je pense que c'est déconnant.
c'est pas grave. On va discuter. Bah, si, parce qu'il passe beaucoup à la télé, Michel Onfray. Oui, mais ça ne le rend pas plus coupable. Il n'est pas coupable d'utiliser les tribunes qu'il a. Il a raison. Et je suis sûr qu'il le fait de bonne foi. C'est-à-dire qu'il pense, Michel, alors ça, il pense ce qu'il dit. Michel est honnête. Il fait honnêtement du mieux qu'il peut. Et le fait qu'il se trompe sur certains sujets, c'est anecdotique. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on donne la parole à des contradicteurs. Et c'est compliqué, ça va être compliqué d'avoir la contradiction avec Michel parce que c'est un orateur et un savant redoutable et puis qui est parfait. Je trouve remarquable. Moi, j'aimerais bien avoir cette controverse. Enfin, j'aimerais bien l'avoir en privé d'abord, mais je pourrais l'avoir en public. Ça m'intéresse et ce serait, à mon avis, ce serait plus intéressant que ce qu'on voit. Quand il va chez Ruquier. Voilà, parce que je trouve je trouve que c'est du gâchis. C'est du gâchis. Je ne sais pas s'il acceptera. Il accepte d'aller chez Ruquier. Mais... Il accepterait enfin, je crois qu'il m'aime bien Michel. Ah non, mais je n'en doute pas. Mais on s'aime bien, mais... Je pense qu'il trouve ça plus simple d'aller chez Ruquier. Bref, c'est une autre discussion. Bref. En tout cas, je pense que pour départager, quand il y a comme ça plusieurs sons de cloche, beaucoup de sons de cloche qui te disent que Robespierre est un buveur de sang, un tyran, un assassin, quelqu'un qui préfigurait les goulags et les régimes totalitaires. Quand on te dit ça, quand tu as plein de gens qui te disent ça, plein de gens, et dans les journaux qui sont tous, c'est peut-être une coïncidence, mais peut-être pas, tous ces journaux sont achetés par des gens très riches. Des gens très riches. Pour faire le départ entre le vrai et le faux, il faut que tu écoutes ceux qui défendent Robespierre. Et il y en a plein qui défendent Robespierre. Il n'y a pas que les communistes. Il y a Guillemin qui n'est pas communiste du tout, il est chrétien. Et en fait, quand tu lis Robespierre, tu lis il était avocat, tu lis un avocat des pauvres. Et quelqu'un qui était honnête, quelqu'un qui était incorruptible vraiment. Danton était un pourri, acheté pour voter les lois des riches. C'est documenté, c'est prouvé, c'est absolument pas... Enfin, c'est discutable, il faut le discuter, hein, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je crois que ça va être difficile. Ah oui, non, mais ça va être... Ah non, mais il y a des textes, des lettres, ça va être difficile de démontrer, mais bon, on peut rester ouvert là-dessus, évidemment. Mais en tout cas, l'incorruptibilité de Robespierre, le fait que quand les gens chez qui il habitait, qui voulaient l'inviter parce qu'ils étaient très honorés d'avoir Robespierre chez eux et qui l'admiraient, qui savaient qu'ils avaient affaire à quelqu'un d'important, ils voulaient l'inviter et Robespierre voulait absolument pas. Il voulait payer. Alors, de toute façon, il n'était pas riche, hein, et donc il voulait payer. Il travaillait pas du tout pour l'argent. Il travaillait pour le bien commun et les pauvres. Eh bien, le fait que Rousseau faisait pareil. Rousseau, c'était l'avocat des pauvres. Eh bien, il a été aussi l'objet, mais il a été martyrisé par les Lumières et par les encyclopédistes et par les philosophes des riches. Martyrisé, Rousseau. Eh bien, nous, aujourd'hui, avant qu'il y ait Internet, nous étions ballottés par les livres d'histoire, par la littérature. La littérature, ce qui nous décrit la démocratie, entre guillemets, qui en fait est le gouvernement représentatif, qui est le gouvernement des riches. Et nous sommes abreuvés par cette littérature, nous n'avions pas le moyen de nous émanciper. Avec Internet, on peut accéder à des penseurs qui étaient marginalisés, qui étaient tenus à l'écart, et qui nous rendent sensibles que les plus grands philosophes qui nous ont défendus, ils ne sont pas très nombreux, mais les plus grands philosophes sont dans l'ombre, alors qu'il ne tient qu'à nous de les lire et de les faire connaître. Robespierre, Rousseau, Guillemin, ça devrait être nos stars, quoi. Ça devrait être des gens qu'on lit. Et Étienne Chouard, pour lequel il faut faire 700 km pour arriver jusqu'à lui. Bon, pardon, il faut que j'arrête ce truc à un moment, parce que les gens ne vont pas jusqu'au bout en même temps. Si c'est trop long. Ouais, si c'est trop long, ou alors il faut qu'on fasse des teasings. Ouais, c'est vrai. Et on n'a pas parlé de monnaie, un petit peu. Si, on a parlé de monnaie. Mais en même temps, c'était pas ça, parce que le site est là pour... Il faut aller voir les conférences, voilà. Il faut lire un peu. Mais si on allait juste filmer l'environnement, parce qu'il faut qu'on... non, mais en fait, il y a une question derrière ça, c'est que est-ce que là, du coup, j'ai décidé de sortir de Paris parce que le rythme est ralenti et que j'ai plus le temps, mais est-ce que être à l'extérieur de Paris, ça change quelque chose? C'est un handicap. D'être à l'extérieur? Ah oui.
C'est un handicap pourquoi? Enfin, c'est merveilleux parce qu'il fait un temps fabuleux ici. Hein. Oui, mais disons que puis je vole sur mes montagnes, donc tout va bien là. Ouais. Mais je rencontrerai beaucoup plus facilement tous les gens auxquels je tiens, des penseurs importants d'aujourd'hui. Je les rencontrerai beaucoup plus facilement si j'étais à Paris. Dans les dîners en ville? Oui, Enfin, le dîner entre nous, ouais. le dîner entre amis. Ouais. Quand je vais voir, quand je vais rencontrer Philoche, Mermet, je l'ai fait ça, mais à chaque fois c'est une expédition. Quand je vais voir Frédéric Lordon, quand je vais rencontrer Rosan Vallon, quand je vais rencontrer Michel, c'est très souvent à Paris que ça se passe, quoi. Et si j'étais à Paris, j'en rencontrerais tout le temps. Mais Comme les philosophes au XVIIIe, ils se rencontraient beaucoup et c'est vachement important ça. Mais est-ce que vivre à Paris, ça ne formate pas aussi un peu sur, je sais pas, sur la façon dont on a... Moi, je suis parisien de formation. Ah oui. C'est pas, on survit à ça. Ah bon? J'ai un peu honte, hein, mais bon, j'ai pas à avoir honte parce qu'on ne choisit pas l'endroit où on est. Mais un peu honte de quoi? D'être parisien de formation? Oui, parce que je vois bien que les Parisiens, quand ils sont à l'extérieur, après, quand ils se désintoxiquent, ça change. Mais pendant qu'ils sont bien parisiens, là, qu'ils partent en vacances, c'est insupportable, parce qu'ils sont puants. Ils ont vraiment l'impression d'être dans des colonies, quoi. Ils le font très gentiment, hein, mais très naturellement, quoi. C'est pas... C'est vrai que je me souviens de ça. J'étais un jeune Parisien, là, à 20 ans, 25 ans, et j'étais vraiment un jeune con. Parce qu'on croit, il y a quelque chose de bien à Paris, de jouissif à Paris, c'est qu'on se sent au centre du monde. Certains dans les grandes capitales, à Londres, à New York, ils doivent sentir la même chose. On sent, c'est tellement cosmopolite, il y a des gens de tous les pays du monde, des gens passionnants qui viennent de tous les pays, et c'est très riche, ça bouillonne sans arrêt, on a l'impression d'être au centre du monde. Et donc on a l'impression d'être au bon endroit, le bon observateur, d'être quelqu'un du même coup valorisé par cette situation. Et dès qu'on en sort, on a l'impression d'être comme affadi, appauvri, et en fait il faut un moment pour découvrir que ce qui se passe sur un pâturage dans les alpages, c'est au moins aussi important, quoi. C'est essentiel. Et que les rapports entre les gens plus authentiques, moins intellectuels sont importants aussi. Mais bon, moi je suis complètement désintoxiqué là, maintenant, ça fait 20 ans. Mais donc, si tu étais resté à Paris, tu n'aurais peut-être pas fait tout ça. C'est ça que je voulais dire. Mais peut-être pas en même temps. Je sais pas. Je sais pas si c'est lié ça. D'accord. Je pense que le fait que je sois prof, ça compte pour beaucoup. Le goût d'expliquer. Et puis, l'éducation, l'éducation nationale, elle a pas son mot. Ah ouais? C'est vraiment bien ça. Mais d'ailleurs, si j'avais peur pour mon métier, si j'étais dans une entreprise où on me fasse les gros yeux parce que je dis ceci ou cela, j'aurais peur pour mon boulot, je ne pourrais pas parler. D'ailleurs, tu vois bien que la plupart des gauchistes ou des résistants ou des séditieux, ils sont dans les administrations, les métiers où tu ne crains pas pour ton boulot. Si tu veux, quand la peur, ça rend... On leur reproche d'ailleurs en disant qu'ils sont déconnectés, que leur vision du monde est biaisée par leur confort. Mais c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est pas le plus. C'est peut-être vrai, mais c'est un détail ça. Le plus important, c'est qu'ils n'ont pas peur. Et quand on n'a pas peur, on peut dire ce qu'on pense vraiment, on peut dire la vérité. Et quand on n'a pas peur, on peut être gentil. Je répète, quand on a peur, ça rend méchant. Et quand on n'a pas peur, on peut être gentil. On ne peut accueillir, on ne peut être ouvert aux autres que dans une relative prospérité. Si tu manques de tout, plus tu manques, plus tu es dans la mouise, plus tu as peur de l'autre. Et ça fait du racisme, ça fait des haines, ça fait des... Donc les fonctionnaires qu'on a mis à l'abri de la terrible crainte de perdre son boulot, on les rend capables, on leur donne le moyen de donner le meilleur d'eux-mêmes pour le bien commun. Moi je suis prof, donc mon métier c'est le bien commun, donc ça ne me change pas fondamentalement de m'occuper du bien commun même quand je suis plus prof. En plus j'explique ce que j'apprends, donc je continue d'une certaine façon à être prof, mais c'est très très important qu'il reste des humains protégés de l'arbitraire.
pour pouvoir parler. Les donneurs d'alerte, les whistleblowers, ils se retrouvent très souvent chez des gens qui ont réussi à s'émanciper d'un employeur. Hein. Donc non, l'éducation nationale me fiche la paix et c'est bien comme ça.